La saga Arlette par Éric Vincent, tome 4. Cloué au dos. À Arlette, la femme qui m'a rendu le goût de survivre. Éric ouvrit les yeux. Il déglutit à plusieurs reprises, chassant un goût d'amertume propre aux trop nombreuses heures de sommeil. Avait-il été drogué? Non. Il tenta de se souvenir. L'enfant. Le liquide bleu injecté par Margarine. Le bébé mourant. C'était lui. Il avait cessé d'exister. Alors pourquoi était-il toujours en vie? Comment? Il ressentait un malaise identique à celui qu'il avait éprouvé durant de longues années. Un malaise subitement disparu avec l'apparition de Philippe. Philippe, bien sûr. Margarine s'était trompée. Il avait éliminé son frère jumeau. Voilà donc pourquoi il souffrait intensément. La perte de son double, la raison de sa survie. Cette fiotte ne lui avait pas fait la peau. Il ne perdait rien pour attendre. Dès qu'il aurait rejoint les rangs de la foule, Éric se ferait un plaisir de lui faire payer son meurtre. À lui, à Vigor et à la personne complotant dans l'ombre, en se servant de la télécommande dimensionnelle. Éric se trouvait dans une pièce richement décorée. Du parquet clair au sol, des boiseries au mur, au plafond. Il était allongé sur un lit immense, le genre de modèle convenant à un basketteur des Chicago Bulls. Il était vêtu d'un costume anthracite et d'une chemise blanche. La veste était suspendue à ses côtés, sur le dossier d'un fauteuil. Il se redressa. Il ne connaissait pas ses vêtements, ce n'étaient pas les siens. Il n'était pas froissé. Donc il n'y avait pas des heures qu'il avait été habillé. Outre le lit et les deux chevets, la pièce renfermait aussi une armoire, un bureau, une commode. Plus loin, dans la pièce voisine, il y avait un bar, deux canapés, un ensemble vidéo, une table, des chaises, enfin tout ce qu'on était en droit d'attendre dans un hôtel de grande classe. La sensation d'occuper une suite au Ritz ou un établissement aussi prestigieux se faisait de plus en plus précise. Il fit le tour du propriétaire. La salle de bain était réalisée en marbre, du vrai marbre, au toucher, très luxueuse. Le seul détail choquant était l'absence de fenêtres. Existait-il des hôtels de cette envergure sans la moindre ouverture? Ah, si, des rideaux épais. Il les tira. Il masquait une baie vitrée. La nuit était tombée, accompagnée d'un cortège d'étoiles. Des milliards d'étoiles dans son champ visuel. Il regarda en bas, puis en haut, sur les côtés. Des étoiles à perte de vue, quel que soit l'endroit où se porte son regard. Un frisson le parcourut. « Je suis dans l'espace !» s'écria-t-il à haute voix. L'espace intersidéral, le vide infini. Oh, quel cirque! Il était vivant, dans un futur très lointain, mais alors vraiment très lointain, dans un hôtel spatial. En collant son nez à la vitre, il constata qu'il y avait des centaines de lumières artificielles, des milliers même, autant de hublots, de fenêtres. C'était insensé. Sa nouvelle demeure n'était rien d'autre qu'une gigantesque station spatiale. En cherchant dans sa mémoire, il se souvint que des consortiums japonais avaient l'intention de créer des hôtels en orbite autour de la Terre, afin de développer un tourisme d'un nouveau type, le tourisme spatial. C'était dans les années 90. Cette lubie devenait possible depuis que Russes, Français et Américains avaient mis en service la nouvelle station spatiale internationale, remplaçant la vieillissante station russe Mir. N'ayant pas entendu parler du lancement, Eric avait forcément été projeté dans le futur. Se tournant vers l'intérieur, la stupéfaction passée, il se demanda si tous les appartements ressemblaient aux siens, une vraie suite luxueuse. Certains donnaient sur la Terre ou sur la Lune. La vue devait valoir le coup. Il fit une seconde fois le tour du propriétaire et ouvrit tous les placards. Il disposait de tout ce qu'il lui fallait. Sous-vêtements, chaussettes, chemises, pantalons, cravates, affaires de toilette. Curieux. Il n'y avait rien d'étonnant à trouver une telle dotation dans cet hôtel flottant, puisqu'on l'y avait invité. Mais les vêtements mis à sa disposition étaient typiquement des années 90-2000. D'ailleurs, la décoration intérieure lui était familière. Quelle drôle de sensation. À moins que... Les fenêtres n'étaient peut-être que des trompe-l'œil, des écrans sur lesquels des images étaient projetées. Un banal trucage.
Pour le savoir, il fallait inspecter cette station de fond en comble. Il dénicha la porte principale, mais point de poignée. Juste une plaque vitrée, verte. Il apposa la main dessus. Elle était froide. L'ouverture se débloqua. La porte s'escamota instantanément. Il prit sa veste et quitta la suite. À gauche comme à droite, ce n'était qu'un couloir sans fin. La promesse d'une belle marche à pied en perspective. Eric avait tenté de pénétrer à l'intérieur d'autres appartements, apposant sa main sur chaque plaque d'ouverture. Rien ne s'était passé. Elles étaient programmées avec les empreintes digitales de leurs occupants. Il parvint à une croisée de couloirs. Non, en fait, il s'agissait d'un simple renfoncement doté d'une cabine, comme une grande cabine de douche. Il entra à l'intérieur. Il n'y avait qu'un écran plat et scintillant dont il effleura la surface. Il s'activa et dévoila le plan de l'hôtel. Ce n'était pas un hôtel, mais un véritable vaisseau spatial, un engin monstrueux s'il en jugeait par le nombre de chambres et d'appartements qu'il contenait. Et encore, il ne voyait que la partie résidentielle et la salle des machineries à l'arrière du bâtiment. Cet écran était une mine d'informations. Il effectua un zoom arrière pour obtenir un plan d'ensemble. Lorsque la vision fut complète, il constata que c'était bien plus qu'un simple vaisseau hôtelier. Il était entièrement autonome, disposant d'immenses zones de culture et d'élevage. Un système pour fabriquer de l'eau également, car il y avait un lac, des activités nautiques, des sports d'hiver dans une autre partie. Salles de spectacle, casinos, restaurants, magasins, tout pour le sport, rien ne manquait. Même de l'équitation et du cirque. C'était hallucinant. À côté de ça, la croisière s'amuse sur le France. Non, je me refuse à dire le mot Norway. C'était une surprise partie en plein ghetto new-yorkais. Des semaines entières seraient nécessaires pour visiter un tel bâtiment. Il consulta les statistiques du vaisseau, ses caractéristiques. Diable! Cet engin mesurait une dizaine de kilomètres, offrait une capacité d'accueil de 50 000 lits, employait près de 30 000 personnes. Sa position était le centre de la Voie lactée, notre galaxie. Le thème du voyage était la visite de planètes insolites. Le compteur kilométrique, une expression pas vraiment appropriée, affichait 230 000 années-lumière. Le bâtiment avait été lancé en janvier 1997, et le calendrier affichait la date du 5 octobre 2002. Encore cette date! C'est une nouvelle dimension, pensa-t-il. La foudre n'était plus là pour le protéger. Vigor et Margarine avaient dû jeter son corps dans un nouveau monde parallèle. Pourquoi ne l'avait-il pas supprimé en constatant qu'il n'était pas décédé? Pourquoi s'était-il trompé de nourrisson? Cette mascarade n'avait-elle pas pour objectif de marquer Arlette, de lui ôter son amour une deuxième fois? Ah, à coup sûr. Une mise en scène. Plus il y pensait, moins il croyait Vigor et Margarine capables d'être les manipulateurs. Ils étaient différents dans chaque monde. Une autre personne traversait les portes en même temps que lui, en secret, exploitant les spécificités de chaque univers. Quelqu'un qui lui en voulait, pas Arlette. Eric était le seul à se déplacer. Donc logiquement, il était la personne visée. Mais qu'attendait-on de lui? La seule solution consistait à se déplacer dans le vaisseau. Il sélectionna une zone et l'écran lui proposa « Transfert ?» Il cocha la case « Oui ». La suite ne se fit pas attendre. Il fondit. Pas à l'aide d'un régime miracle lui rendant la ligne haricot vert qu'il n'avait jamais eue, mais une à une, les molécules de son corps se détachèrent et tombèrent dans le siphon de la douche. Son enveloppe charnelle était impalpable, son esprit vint se poser au milieu d'un arc électrique vert. En une fraction de seconde, il changea 1 millier de fois d'arc, bondissant plus vite que son esprit ne pouvait le concevoir. Aussi soudainement que cela était arrivé, il éprouva des émotions rigoureusement inverses, son esprit se rattachant aux éléments de son corps humain. Il avait pris place dans une autre cabine. Un frisson parcourut son échine. Un simple réflexe épidermique dû à l'expérience subie dans ce qui convenait d'appeler un mode de transport. À présent, il accédait au hall géant d'un casino, et non pas au hall d'un géant casino. Machinalement, il plongea les mains dans les différentes poches de son smoking à la recherche d'un quelconque argent. Il décota un portefeuille avec une carte de crédit. Pas une pièce sonnante et trébuchante. Il se fit plus attentif aux personnes l'entourant. Les joueurs installés aux machines à sous disposées à l'entrée de l'établissement
introduisaient leurs cartes directement dans une fente, piochant sur leurs économies. Eric fit de même en la glissant dans une machine évoquant des cartes à jouer, genre jeu de tarot. Son crédit apparut. 500 000. Il supposa qu'il s'agissait d'euros, mais rien n'était moins sûr. La mise minimale s'élevait à 1 unité. Il pressa le bouton de lancement. Une myriade de symboles défila à vive allure. Pendant ce temps, il jeta un coup d'œil au contenu du portefeuille. Il découvrit sa carte d'identité et quelques photographies. Valentin, Tess et Natalia, ainsi que d'autres enfants qu'il ne reconnut point. Était-ce une nouvelle mise en scène ou lui avait-on confié le rôle d'un Éric Vincent de cette dimension? Un bruit continu le sortit de ses pensées. 3 symboles identiques, des as de cœur, étaient affichés. Un compteur s'incrémentait à une vitesse vertigineuse. Son gain créa un attroupement. Des personnes s'écrièrent « Mais c'est le gouverneur Vincent !» Des membres du personnel se précipitèrent pour former un cordon de sécurité. Des membres de la sécurité, des croupiers. Un homme plus âgé vint à sa rencontre. Il retira la carte de crédit augmentée du jackpot de 70 000 € environ. Il la lui tendit et déclara sur un ton solennel. « Désolé, monsieur, nous ignorions que vous étiez à bord. Nous allons immédiatement organiser votre sécurité. »« Ma sécurité ? Je vous assure que cette erreur ne se renouvelera pas. Tenez, votre carte. Beaucoup de chance pour un premier essai. Mais vous n'aurez pas toujours cette chance. Il est possible que des membres du rêve se soient glissés parmi les passagers. Ils pourraient fomenter un nouvel assassinat. D'ailleurs, je croyais que vous étiez convalescent, monsieur. Non, je vais mieux. Ah, si vous voulez bien nous suivre, monsieur le gouverneur, nous allons mettre au point votre protection. Écoutez, je ne crois pas être en danger. Pouvez-vous me rappeler ce que veut dire le rêve? Oh, monsieur, vous n'êtes pas complètement remis de l'attentat. J'ai quelques trous de mémoire, mentit Eric. Ah, eh bien, pour mémoire, le rêve veut dire réduire Éric Vincent en cendres. L'objet de ce louable projet avala sa salive. Qu'avait-il fait pour mériter une destruction aussi radicale? Le réduire en cendres? Diable! Il avait au moins brisé le cœur d'une personne très sensible. Pourquoi ce type au physique de gorille l'appelait-il Monsieur le gouverneur? Il n'était qu'un modeste informaticien dépassé par la technique, qui a eu la chance de voir son talent d'écrivain reconnu depuis peu. Dans cet univers, il était un autre, gouverneur. Gouverneur de quoi? D'une banque? Une fonction expliquant son compte courant bien alimenté? Il avait grand besoin de se renseigner sur son propre compte. Quel jeu de mots avec le compte bancaire. Il quitta le casino sous bonne garde après y avoir passé à peine 3 minutes, sous les regards mi-envieux, mi-haineux de la foule. Il ne remarqua pas la présence d'une femme souriant sur son passage, s'emparant d'un téléphone public. Eric avait beau expliquer qu'il n'avait pas besoin de leurs services, les hommes de la sécurité ne voulaient pas en démordre. Ils tenaient à lui adjoindre 4 de leurs meilleurs spécialistes tant qu'il demeurerait à bord et qu'il n'aurait pas vérifié l'intégralité des voyageurs et des membres du personnel. Cette mesure n'excéderait pas 1 semaine. En attendant, il devait composer avec ses chaperons. Il avait été raccompagné à la suite, le temps de mettre en place le dispositif. Dans sa chambre, on lui avait indiqué un écran de recherche interactif. Il s'était installé en face et avait apprivoisé l'appareil d'une simplicité d'utilisation enfantine, en quelques minutes. Il obéissait à la voix, aux doigts et répondait vocalement et visuellement. « Je désirerais avoir des informations sur une personne. »« Quelle personne ?» demanda la machine. « Éric Vincent. »« Il existe 2692 individus répondant à cette recherche. Précisez votre recherche. » Sa date de naissance est le 1er avril 1966. Il existe 3 personnes répondant à cette recherche. Précisez votre question. Il serait gouverneur. La personne recherchée est le gouverneur Éric Vincent. Il a été nommé gouverneur du système solaire le 28 janvier 1999, aboutissement d'une courte et rapide ascension. Il a entamé sa carrière politique à l'École mondiale de politique. À 20 ans, il a été nommé régisseur des mines de Titan. À 22 ans, il a dirigé l'exploitation des vents jupitériens pour la production d'énergie. À 25 ans, il prit la direction du commandement militaire martien. À 29 ans, il devint l'adjoint du gouverneur de la zone tellurique. Enfin, à 30 ans, il était l'adjoint du gouverneur Mertens.
Il a été l'instigateur des lois sur le travail des femmes. Quelle loi demanda Eric. La loi Vincent interdit tout travail intellectuel et manuel des femmes. Seules sont autorisées l'exploitation minière et la prostitution. Quoi? Je répète, la loi Vincent... Non, inutile d'en rajouter davantage. Cette machine le décrivait comme un être féroce, dévoré d'ambition, plongeant les femmes dans une situation humiliante et dégradante, digne du Moyen-Âge. Une attitude justifiant l'envie des terroristes du rêve de le transformer en passoire, en charpie ou en confetti. Son alter ego était à vomir. Il se dégoûtait. Celui qui le manipulait devait éprouver une joie intense à cet instant. Parfait, pensa l'ombre. Il faut qu'il les rencontre. Toutes. Qu'il ressente leur haine. L'être aux yeux noirs incandescents observait le miroir sans teint. Il observait Eric plongé dans l'atterrement. Quelle merveilleuse sensation! Cette fois, elle obtiendrait sa vengeance. Elle le briserait. Pour se venger, pour lui faire payer ce qu'elle avait enduré à cause de lui. La souffrance infinie, accumulée. La haine infinie, accumulée. À présent, l'être sans nom, sans visage, avait suffisamment encaissé pour faire rejaillir avec puissance la force de son mépris. Et au bout, il y aurait la mort d'Eric. D'une façon ou d'une autre, il mourrait. Assis à la table de marque d'un restaurant de cuisine française, celui qu'on prenait pour le gouverneur remerciait Dieu. Le goût avait été préservé dans cette dimension. Le commandant du Galaxy, leur vaisseau, prenait place en s'excusant pour son retard. Eric ne fut pas surpris de le reconnaître. Yann Delaunay. L'inspecteur de police, responsable des opérations spéciales à la Foune, apparaissait dans un costume d'apparat blanc. Décidément, le grand manipulateur manquait d'imagination. L'écrivain avait acquis la certitude qu'il croiserait d'autres visages connus dans les coursifs du Galaxy. Par contre, il ne s'attendait pas à une autre vision, fort déplaisante celle-ci. « Monsieur le gouverneur, c'est un honneur de vous avoir à mon bord. »« Le plaisir est pour moi, » répondit l'intéressé. Il tremblait intérieurement en reconnaissant son accompagnatrice. « Je ne vous présente pas Annabelle, votre ex-femme. »« Inutile, non. Tu vas bien ?»« Parfaitement depuis que je suis séparé de toi. Ma nouvelle vie d'ambassadrice de Quasar 4 dans la galaxie d'Andromède me convient parfaitement. Il vaut mieux vivre là-bas que sur Terre, mon cher Eric, où j'ai ouï dire que ta politique de ségrégation sexuelle t'a valu quelques déboires. Je me porte comme un charme, comme tu peux t'en rendre compte. Allons, allons, tempéra le commandant Delaunay. Nous sommes sur mon navire pour passer des jours de détente, profiter des attractions. La salle fut plongée dans le noir. Les Noirs en profitent pour dire qu'ils en ont assez qu'on les plonge toujours en eux. Eric se leva tandis que commençait un spectacle de danseuses orientales. À tour de rôle, elles investissaient la scène. L'écrivain prétexta un besoin pressant et se dirigea vers les toilettes. Il avait surtout un besoin urgent de s'asperger copieusement le visage d'eau fraîche pour se calmer et affronter sereinement le reste de la soirée. Annabelle, enfin, cette Annabelle-là, semblait plus coriace, plus sûre d'elle, plus apte à combattre ses légendaires sautes d'humeur. Comme il passait pour le méchant de service, auprès de la gente féminine, jusqu'aux confins de l'univers, cela s'annonçait sportif. Une personne l'avait suivi jusque-là. C'était Annabelle. Il avait dû insister auprès des 4 cerbères ne le lâchant pas d'une semelle, inspectant chaque pièce avant qu'il n'y mette les pieds. « Ah, c'est toi. Oui, moi. Ton ex. Heureuse que tu te souviennes de moi. Et les enfants, tu te souviens que tu es leur père ? Bah oui, bien sûr, je les ai vus il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines ? Ça m'étonnerait, tu étais à l'hôpital. En plus, il faut 6 jours de voyage pour aller sur Quasar 4. Ah oui, bien sûr, fit Eric en bredouillant. Je dois confondre. Il est vrai que j'oubliais en toute hâte que tu as essaimé aux 4 coins de la galaxie. Combien d'enfants as-tu maintenant 10 12 8, répondit le pseudo-gouverneur, se souvenant du nombre de photographies dans le portefeuille. Ah tiens, j'aurais cru que tu avais fait mieux, dit-elle en entrant dans les WC. Elle verrouilla la porte. Elle portait une de ces horribles robes à fleurs larges teintées de couleurs criardes. Cette Annabelle-là avait des goûts de chiottes en matière vestimentaire. Celle qu'Eric avait connue dans sa réalité
qui avait été, horreur, son épouse pendant 10 années, arborait régulièrement des caleçons longs vraiment pas terribles, des jupes culottes affligeantes, des sous-vêtements banals, s'il ne s'en occupait pas, et des vieilles chemises aux motifs et aux teintes lui rappelant des tapisseries des années 70. Avec un peu de chance, elle en avait autant à son service, Eric n'entend pas vraiment un modèle d'élégance. Il reprit sa place à la table des hôtes de prestige. La conversation tournait autour d'un sujet brûlant, une révolte de machines androïdes dans une lointaine colonie. Craignant que l'un des interlocuteurs ne le questionne à ce sujet, il imagina une réponse toute faite. Il n'avait pas lu les dernières nouvelles de l'espace. Cette dimension recelait trop de mystères, trop d'avances techniques pour qu'il s'y sente à l'aise. Un paradoxe pour un ancien informaticien toujours à l'affût des nouveautés et des gadgets. La dernière danseuse orientale achevait son numéro de danse, ondulant comme une couleuvre sur une dune de sable. Vêtue de voiles transparents roses, de petite taille, typiquement orientale avec des yeux noirs et profonds, ses cheveux bruns, longs, ondulés, brillants, voletaient au rythme des tambours et instruments traditionnels. Eric la détailla davantage, cherchant à deviner ses traits derrière son voile. Nadine, avec des cheveux longs, incroyables. Elle stoppa à la fin de la musique rythmée et entraînante. Elle descendit de la scène sous les applaudissements, dont ceux de Eric. La lumière revint brutalement. Nadine se dirigea directement vers la table des hôtes de marque. Le commandant se leva et lui fit un baise-main très discret. Elle fit le tour de la table et marqua un temps d'arrêt devant Eric. Il lui tendit une main assez molle et très moite. Il imagina qu'elle devait être aussi froide que sa danse avait été chaude, aussi glaciale que celle qu'il avait connue en 1983, aussi abrupte dans ses propos qu'Eric l'avait pu être avec Annabelle, par exemple. Ce n'était pas peu dire. Elle le toisa d'un air dédaigneux, laissant sa main suspendue dans le vide. En une fraction de seconde, il sut combien elle le détestait. Elle haïssait le gouverneur sexiste qu'il incarnait, et davantage l'homme, s'il avait vécu une étrange histoire avec elle. En tout état de cause, il était une douleur vivante à ses yeux. Elle se détourna de lui et poursuivit ses tours de table. Toujours aussi glacial, pas de problème. Un cri strident secoua l'assistance. Il venait des toilettes. Une femme en sortit et hurla. « Au secours, vite! Il y a une femme qui est morte !» Un vent de panique s'empara de la salle, suivi d'un brouhaha monstrueux. Des hommes se précipitèrent dans les toilettes. On retira la victime. Annabelle. La tête trempée et légèrement ensanglantée, comme si elle avait heurté la cuvette ou un lavabo en glissant sur le carrelage humide. Des secouristes furent dépêchés, un médecin tenta de la ramener à la vie, mais en pure perte. Elle était morte. Bon sang, quel choc! Eric ne s'était douté de rien. Il était trop accaparé par le spectacle de danse. Combien de temps était-elle restée seule? 10 minutes, peut-être plus. Un temps un peu long en temps normal pour faire ce qu'on doit faire dans les toilettes. Inconsciemment, il avait supposé qu'elle était incommodée. Le médecin la choqua, les palettes réglées sur l'intensité maximale autorisée par le défibrillateur. Rien n'y fit. On la recouvrit d'une nappe immaculée. Tous les convives étaient bloqués dans le restaurant. Pourquoi? Mais qu'attendaient les autorités pour les laisser vaquer à leurs occupations? Un homme fit son apparition. Une balafre de 5 ou 6 centimètres barrait sa joue gauche. Son crâne était rasé. À ces deux détails près, il était la copie conforme d'Eric. Philippe, son frère jumeau. Il se dirigea droit vers Annabelle. Il la reconnut, bien entendu. Le premier choc passé, il se pencha sur elle. Il semblait vivement intéressé par sa nuque. Il l'examina soigneusement. Puis il se releva en se grattant les sourcils. Un tic qu'il partageait avec son frère. Un signe de stress, d'inquiétude. Du regard, il effectua un panoramique. Il cherchait un indice sur les visages l'entourant. Eric était convaincu qu'il cherchait le coupable. Il sentait que le meurtrier était sur les lieux afin de contempler les résultats de son acte. Eric avait ses prémonitions. Philippe avait les siennes ou une sorte d'instinct. Ses yeux s'arrêtèrent sur Eric. Un rictus souleva le coin gauche de sa bouche. Encore une de ses expressions familiales. Un truc le chagrinait et l'interpellait à la fois. Son frère. Il était le sujet d'intérêt. Quelle évidence! Annabelle morte, à un endroit où Eric se trouvait, sans alibi.
Il fendit la foule dans sa direction. « Tiens, mon cher gouverneur !»« Bonjour, Philippe, répondit Eric simplement. »« Tu es parmi nous ?»« Oui. »« Rétabli ?»« Oui. »« Tu as vu la morte ?»« C'est Annabelle. Que s'est-il passé ?»« Elle a été assassinée. »« Quoi ? Elle n'a pas glissé ?»« Ça pourrait être une glissade, mais dans ce cas, il n'y aurait pas de traces sur le cou. Des traces de strangulation. On lui a plongé la tête dans un lavabo rempli de flotte, en l'assommant au passage pour faciliter la tâche. Il fallait pas mal de force pour y arriver. Il y a de l'eau partout, elle a dû se débattre sérieusement. Tu as une idée du coupable ? Il suffit de savoir qui est entré avec elle, ou juste après elle. Ou avant elle, elle était peut-être attendue. C'est vrai. Dans ce cas, je te préviens tout de suite que je suis entré 30 secondes avant elle, et que je l'ai laissée au bout d'une minute maximum. Je ne t'accuse pas. Tu seras interrogé, comme les autres, dit-il avec une once de joie non dissimulée. Je vais mener mon enquête. Elle sera particulièrement fouillée, minutieuse. Tu peux me croire. Tu as vu ma nouvelle plaque ? Polyjuge. À présent, je tiens le premier rôle dans les structures judiciaires en vigueur sur ce bâtiment. Autorisé à toute investigation et pouvant instruire un procès de base. Félicitations. Ne me félicite pas trop vite, prévint-il sur un ton menaçant. Il s'éloigna et donna l'ordre que le corps d'Annabelle soit emporté à la morgue pour subir une autopsie plus approfondie. Il libéra les clients et les membres du personnel présent, après avoir noté scrupuleusement leurs identités. Cette variété de frères n'avait pas l'air commode. Avait-il des griefs particuliers à l'encontre de l'écrivain ? Il ne lui tardait pas de l'apprendre. La nuit, enfin la nuit artificielle du vaisseau, dans l'espace il faisait toujours nuit, était passée avec lenteur. Eric avait si peu dormi. Malgré l'animosité éprouvée envers Annabelle le lendemain de sa trahison, le lendemain du divorce, le lendemain de sa prise de conscience d'un immense gâchis, il n'était pas parvenu à ne plus l'aimer du tout. En lui, il subsistait un fond de compassion pour celle qui l'avait fait souffrir à maintes reprises. Malgré la colère, l'impossibilité de revenir en arrière, il se consolait en se convainquant que la morte n'était pas celle qu'il avait connue, et que Éric Vincent, le vrai gouverneur, était pire que lui. Le problème, c'était qu'on le prenait pour lui. Les communications avec la Terre étaient irréalisables, même à l'aide des rémetteurs disposés un peu partout autour de notre bon vieux système solaire. Il aurait fallu attendre des heures entre chaque phase. Il s'était éveillé la tête lourde, souffrant d'une migraine carabinée. L'air était trop frais dans ce bâtiment. La température n'excédait pas 10 degrés Celsius dans les parties communes. Les humains de cette dimension supportaient des températures plus basses. Renseignement pris, il s'avérait que la Terre avait subi une glaciation inattendue, non contrariée par un réchauffement artificiel dû à l'effet de serre qu'il affrontait dans sa dimension. Il fouilla dans l'armoire à pharmacie à la recherche d'un médicament puissant capable de le soustraire au martèlement cérébral et de déboucher son nez encombré. Il fit couler un bain chaud pendant sa recherche. Annabelle, morte. Passé le choc primaire, ce meurtre le troublait à présent. L'assassin, responsable de cet ignoble forfait, avait réussi à l'atteindre dans son psychisme. Un psychisme longtemps malmené, déséquilibré, qu'il avait eu 1000 peines à construire avec Marina. Un psychisme brisé avec sa mort. Troublé par sa renaissance, bouleversé par les événements qui ne cessaient d'agir sur lui, le forçant à accepter davantage de folie. Il mit la main sur des gélules d'une marque inconnue, combattant la migraine par voie orale. Il en avala une et plongea dans l'eau chaude. Il activa l'émission de bulles. Délicieux jacuzzi, pur bonheur. Il ferma les yeux et s'enfonça dans le bain bouillonnant. Un meurtre. L'image d'Annabelle l'obsédait. Un meurtre. Il craignait qu'il y en ait d'autres, atteignant des êtres qu'il connaissait. Yann, Philippe, Nadine même. Et qui d'autre encore? Le plus sidérant, c'était que le grand manipulateur de toutes ces histoires faisait intervenir un nombre restreint de personnes de son entourage. Ses parents, ses enfants, à part en photo, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, ses cousins, ses amis, toute une galerie de personnages gravitant dans son univers de très près, totalement absente de ses aventures délirantes. Pourquoi des Russes à peine croisés à Lyon?
Pourquoi seulement les femmes ayant traversé sa vie? Pourquoi cet inspecteur Delaunay? Enfin, pourquoi héritait-il d'un frère jumeau, qu'il retrouvait accommodé à toutes les sauces, tandis que Christophe, son frère cadet, demeurait invisible dans ces temporalités différentes? Le grand manipulateur pouvait être l'un des personnages traversant cette tranche d'histoire, ou toute autre personne. Une personne ayant un point commun avec ses acteurs volontaires ou involontaires. La seule constante, c'était la notion de danger omniprésent dans chaque événement. Un danger n'ayant jamais abouti à sa destruction, uniquement à celle des protagonistes. Une fois de plus, pourquoi? Pourquoi les autres tombaient-ils comme des mouches? Il aurait pu mourir dans la grotte, à Rennes dans le temps, et dans l'autre dimension. Comment avait pu-t-on se tromper de jumeaux et mettre à mort Philippe? Igor et Margarine n'étaient quand même pas stupides au point de ne pas vérifier le nom inscrit sur le bracelet du nourrisson. Tellement de questions et toujours pas de révélation quant à l'identité de ce tortionnaire de l'esprit. Eric sursauta. Un homme était entré dans l'appartement et le dévisageait en silence. Philippe. Oh, tu m'as foutu une de ces trouilles, dit l'écrivain en se redressant. Désolé. Mais comment es-tu entré ici? Ah, c'est très facile, hein, je suis polyjuge et ça me donne quelques prérogatives. Entrer dans n'importe quelle partie du bâtiment en est une. Aucun lieu ne m'est interdit. Ah, d'accord. Et te concernant, je possédais un second moyen de pénétrer dans ton appartement. Lequel? Je suis ton jumeau, Eric. À ce titre, je possède les mêmes empreintes digitales que toi. C'est vrai? Bah, parfaitement exact. Aux yeux des machines, je suis toi. Intéressant. Qu'est-ce qui me vaut cette visite matinale? Quelques réponses à te donner et quelques questions à te poser. À propos d'Annabelle, je suppose? Entre autres. Elle a été autopsiée. Et? Les empreintes sur sa nuque ne correspondent pas à tes doigts. Elles sont plus fines. Ah, tu as donc pensé que j'avais pu la noyer? Bien entendu. Nous connaissons tous ton opinion sur les femmes en général et celle sur Annabelle en particulier. Mon opinion? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Tu oubliais les lois que tu as promulguées? Curieuse ces pertes de mémoire. Très curieuse en effet, oui. Mon innocence a l'avantage de t'innocenter aussi. Amusant, cher frère. Au détail près qu'à l'instant du drame, je tenais une conférence devant une centaine d'auditeurs. J'espère pour toi que tu pourras produire un alibi aussi solide pour une autre tranche horaire. Laquelle? Cette nuit. Cette nuit, je dormais profondément. Sans équipe de sécurité à la porte pour le confirmer, ton alibi ne tient pas debout. Pourquoi aurais-je besoin d'un alibi? Parce qu'il y a eu une disparition. Non, tu vas m'attribuer toutes les disparitions de l'univers? À ce rythme, je suis bon pour une exécution immédiate. Une exécution? Il y a plus de 3 siècles que la peine de mort a été abolie. Tu n'aurais pas dans l'idée de faire voter une nouvelle loi scélérate? Le directeur galactique ne te donnerait jamais son aval pour accréditer une pareille folie. Non, j'ai pas l'intention de rétablir la peine capitale. En contrepartie, j'aimerais que tu cesses de penser que je suis le grand méchant loup. Viens-en au fait, qui a disparu? Nadine. Nadine Auger? La danseuse orientale? Oui, celle que tu surnommais le glaçon parce qu'elle ne t'avait jamais cédé. Elle a disparu après la soirée au restaurant. Elle a quitté la salle après la fin de mon enquête. Elle a été vue entrant dans sa chambre. Ensuite, plus rien. Elle n'est pas venue répéter ce matin. Volatilisée. Alors après vos joyeuses retrouvailles où elle t'a snobé une fois de plus, si jamais on la retrouve morte, tu vas avoir intérêt à prouver que tu dormais ici. Il vaudrait mieux la retrouver, non? On s'y emploie. Un bip discret fut émis à partir de son bracelet montre. Philippe l'activa. Eric était en mesure de lire ce qui était inscrit. Un homme était apparu sur l'écran couleur. Il annonça que Nadine avait été retrouvée. Oui, Nadine avait été retrouvée. Morte. Eric suivit docilement Philippe dans un dédale d'étroites rues commerçantes grouillant de monde. Il éprouvait la claustrophobie qu'aurait pu éprouver Harrison Ford dans Blade Runner lorsqu'il déambulait pour les besoins de son enquête dans les quartiers chinois d'un Los Angeles futuriste, crasseux et perpétuellement pluvieux. Les jumeaux avaient 1000 peines à se frayer un chemin. La raison de ce surcroît d'activité apparut simple lorsque l'explication fut donnée. Mais pourquoi y a-t-il autant de monde? Tu dois quand même pas oublier que c'est Noël dans à peine 20 jours. Noël? Oui, Noël, oui.
pour fêter la naissance du Christ, le 25 octobre. Dis donc, tu ferais bien d'aller dans un centre hospitalier pour te faire examiner, hein. T'as pas vraiment l'air remis. J'y pensais, ma blessure n'est pas totalement cicatrisée, fit Eric en songeant à son bras qu'il démangeait. Noël, un 25 octobre. Nous étions le 6 octobre, l'activité n'avait donc rien d'inhabituel. Si tout le calendrier avait changé, il risquait d'autres surprises, du genre la fin de l'année à la place du début d'année, la fête des amoureux tombant à la Sainte Annabelle ou à la Sainte Nadine, Halloween tombant un 6 février. Désolé Arlette, je ne recommencerai pas, ne me frappe pas la tête. Vendredi gras au lieu du mardi gras, plus de fête du travail, un calendrier entièrement bouleversé. L'année comportait-elle toujours 365 jours? Ils entrèrent chez un grossiste en surgelé. Philippe s'enfonça vers l'arrière-boutique, en direction des chambres froides. Le pire était à craindre. Un type engoncé dans un énorme manteau leur proposa des vêtements protecteurs. Enfilez cette tenue, à l'intérieur c'est glacial, hein. Qui a découvert le corps? Ben c'est moi, dit le simili bonhomme Michelin. Le corps, c'est vite dit. Pourquoi? J'ai vu le corps gelé, et malheureusement il était en équilibre. En ouvrant la porte, je l'ai fait tomber. Il a explosé en mille morceaux. Tenez, regardez vous-même. Il débloqua la porte. Le froid intérieur s'échappa et mordit des visages. La vision d'horreur parlait d'elle-même. Des débris humains congelés jonchaient le sol, comme si des boîtes entières d'apéricubes avaient été jetées. L'étoffe rose des voiles de Nadine était assez aisée à identifier parmi les restes. Tout avait été figé et explosé en miettes. À quelle température sommes-nous confrontés en ce moment? Moins 70 degrés, mais le système de régulation avait été poussé à son maximum lorsque je l'ai découverte ce matin. Moins 150 degrés. La pauvre fille n'a pas eu la moindre chance. Philippe se tourna vers son frère et lui tendit une paire de bracelets. On emploie la manière forte ou tu me suis gentiment? On n'en a pas besoin, je l'ai pas tué. On va aller en discuter, dit-il. Eric dut le suivre jusqu'au quartier général de la police. Cette fois, il était inculpé. On lui avait fait comprendre qu'il n'avait pas été passé à tabac pour avouer ses crimes par respect de son rang dans le protocole stellaire. Une jeune femme au visage d'ange et au regard perçant, nommée Alexa, l'avait longuement questionné. Elle n'était pas commode. Elle n'ignorait pas qui il était et ce qu'il avait fait. À sa demande, Philippe était revenu. Il craignait que l'inspectrice ne commette un geste irréparable. Elle sympathisait un peu trop avec le rêve dans ses propos. Au moins son frère le traiterait d'égal à égal. Qu'est-ce que tu veux? Tu te décides à avouer? Mais je n'ai rien à avouer. Rien de coupable. Je l'ai pas tué, un point c'est tout. Ou alors je souffre d'un dédoublement de la personnalité. Très amusant. Pourquoi? Un frère jumeau, un dédoublement de la personnalité, je vois le rapport. Non, je parlais sérieusement, Philippe. Je souffre peut-être d'un tel trouble. Comment le savoir? Je l'ignore, je suis pas psychiatre. Y a-t-il un psychiatre à bord? Non. Mais par contre, on a du BX 1512. Qu'est-ce que c'est? Un sérum de vérité. Ce truc te fera cracher le morceau, degré haute force. De force? C'est dangereux? Non, pas plus d'un accident pour 10 utilisations. Ah, quand même. Et il y a davantage d'accidents dans quel cas? Ben, quand le sujet se force à mentir. C'est radical. Au bout d'un quart d'heure, il fait un arrêt cérébral. J'ai connu quelques ratés avec des sujets psychotiques ou ayant tendance aux crises épileptiques. À toi de décider. Ben, j'accepte. Ok, dit-il en activant son bracelet. Arlette, vous pouvez venir au bloc de détention numéro 4 avec votre matériel? Oui, répondit une voix qu'Eric identifia aux premières intonations. Arlette était également de la partie. Serait-elle sensible à ses suppliques? Alexa, la jeune inspectrice, lui intima l'ordre de s'allonger sur une table d'opération. Il n'avait pas le cœur à désobéir à cette excité de l'interrogatoire. Elle enchaîna ses poignets aux menottes, et ses chevilles subirent le même sort. Précaution supplémentaire, elle plaça 5 sangles serrées à fond tout le long du corps. Pour le coup, il était incapable de bouger d'1 millimètre. La sécurité imposait-elle cette mise en scène, ou cet ajout indispensable prévenait-il de violentes réactions du corps? Il faudra attendre une vingtaine de minutes avant que le produit fasse effet. On revient bientôt. Allez-y, Arlette. Mettez-lui une dose de mammouth. Le mammouth existait-il dans cette dimension? C'est un coriace. Arlette pénétra dans le bloc.
Eric tourna la tête dans sa direction. Les deux flics les laissèrent seuls. Arlette posa sa grande sacoche noire et l'ouvrit. Elle lui sourit, un large et réconfortant sourire. Elle s'empara de 2 flacons et d'une seringue, tout en continuant à sourire. L'aiguille s'était lentement enfoncée dans la veine, sans douleur. Une minuscule trace demeurait, l'assurance de ne pas récolter un hématome. Arlette, enfin, l'Arlette qu'il connaissait, avait toujours rêvé de le percer un jour avec ses instruments. Elle affirmait qu'il ne souffrirait pas. À présent, il la croyait. D'une voix résolue, elle lui dit « Il y a longtemps que nous ne nous étions pas vus. » Pour lui, cela datait de la veille. Il se garda bien de lui avouer. Quant à la véritable Arlette, il l'avait vue hier ou aujourd'hui. Ah, comment se repérer? C'était après l'histoire de la grotte. Il commençait à perdre la notion du temps à force d'être systématiquement plongé le 5 octobre 2002 à chacun de ces changements de dimension. « C'est vrai, dit-il. Ça me rappelle de bons souvenirs. » Eh bien, tu es la première à me trouver sympathique. Hier soir, Annabelle a enchaîné remarques désagréables sur remarques désagréables. Quant à Nadine, j'ai cru qu'elle allait m'envoyer une paire de claques. Parce que notre histoire date d'il y a longtemps, Eric, lorsque tu avais 15 ans, lorsque j'ai eu ta virginité. Il ne s'attendait pas à une pareille révélation. C'était le monde à l'envers, tout le contraire du premier futur qu'il avait créé. Et tu es nostalgique de cette période? Un peu, oui. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi puissant que toi. Sexuellement, j'entends. À part les androïdes, bien sûr. Ces machines mi-humaines sont capables de faire grimper n'importe quelle femme au 7e ciel, pendant des jours entiers sans avoir besoin de recharger leur batterie. On parle aussi des accus, à ne pas confondre avec les accus. Elle grimpa sur la table d'opération et vint s'asseoir sur lui. Il sentit la chaleur de ses cuisses. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je réalise un de nos fantasmes. Tu ne te souviens pas? Je t'avais avoué que j'aurais adoré te faire l'amour pendant que tu étais attaché. Là, tu es sacrément saucissonné. La méthode agissait. Elle ondulait doucement. Je vais libérer ton gros bâton de berger, plaisanta-t-elle. Elle exécuta la manœuvre. Il se montra incapable de protester, n'en ayant pas envie. Elle s'enfonça avec délice. Elle soupira longuement, heureuse d'avoir retrouvé son instrument de plaisir préféré. Autant que cela se passe le mieux possible, susurra-t-elle au creux de son oreille. Tu supporteras le traitement en douceur. Tandis qu'elle allait et venait sur lui, il sentit sa volonté défaillir. Arlette lui faisait oublier avec beaucoup de doigté les inconvénients du BX 1512. Une sensation de brûlure dans tous les vaisseaux sanguins du corps, un désagrément infiniment supérieur à la chaleur et à l'étouffement apportés par l'ion nécessaire au passage de scanner, par exemple. Bien qu'il ne fût levé que depuis 3 heures, le sommeil, la lourdeur des paupières gagnaient inexorablement du terrain. Arlette s'en moquait. Elle prenait un intense plaisir. Elle gémissait ou criait sans que le prisonnier ne sache vraiment bien. Il alternait phases d'absence et phases de semi-conscience. La brûlure enflammait chaque parcelle de son corps, chaque cellule. Ils étaient transportés dans une sarabande, une transe. Il éprouvait une nausée grandissante. Son sexe se tendit une dernière fois et libéra sa chaude semence. Arlette lui parlait, mais il ignorait la teneur de ses propos. Elle se rhabilla rapidement. Les 2 autres entrèrent et Arlette le laissa entre leurs mains expertes. Eric s'attendait à un moment moins agréable. Pas sûr. En fait, il s'en moquait, il s'en foutait royalement. Il était prêt à leur dire tout ce qu'il désirait entendre. Alexa prit la parole la première. Tu vas me donner ton identité complète, ta date de naissance et ton adresse sans t'entendre de me mentir. Tu as compris? Oui. Comment t'appelles-tu? Eric Vincent. Quand es-tu né? Le 1er avril 1966. Où habites-tu? Au 13 avenue de Tunisie, à Colombes. Où? À Colombes. Où est-ce? En banlieue parisienne. Dans la mégapole parisienne? Oui. Quel est ton métier? Écrivain. Quoi? Écrivain. Chef! Il déraille! Il est résistant. Mais pas à ce point-là quand même. Il dit la vérité. Il est auteur de textes de loi, d'analyse politique. Pour lui, c'est peut-être plus important que son poste de gouverneur.
Il faudrait le questionner rapidement, les produits agissent vite. Ok. Est-ce que tu as tué Annabelle? Non. Est-ce que tu as tué Nadine Auger? Non. Vous avez vos réponses, chef. Il est hyper doué pour raconter des mensonges. Même avec une double dose de BX1512, j'ai jamais vu une telle maîtrise. Il est très calme. Il ne montre aucun signe d'excitation. Aucun symptôme d'embolie, de délire, de crise épileptique. C'est remarquable. Il y a une autre explication. Il dit la vérité. Pourquoi, vous le croyez? Pour Annabelle, oui. Pour Nadine, il y a eu meurtre, mais nous ne sommes pas certains que ce soit elle le cadavre. Elle a pourtant disparu. Pas forcément. Qui nous dit qu'elle n'est pas quelque part sur le vaisseau? De plus, les caméras de surveillance n'ont pas capté le moindre mouvement aux abords de son appartement. Eric n'est pas sorti. On se retrouve avec 2 cadavres et un homme que tout accuse, à cause de ses liens avec les victimes. C'est trop évident, on cherche à le nuire. Qui? Le rêve? Possible. Le mieux, c'est de le garder en détention en attendant un autre meurtre. Si rien ne se passe, on pourra penser qu'il a réussi à nous mystifier. Dans le cas contraire, il sera innocenté. Arlette? Venez le réanimer, on en sait assez, ordonna Philippe. L'infirmière au grand cœur entra pour faire son travail. Une porte étoilée se dessina dans le bloc opératoire. Paralysé par les sangles, assommé par le BX1512 enlevant la moindre parcelle d'énergie et de volonté, Eric était incapable de parler. Il voulait prévenir Arlette. Impossible. Une ombre fit son apparition. Elle planta une première seringue dans le dos de la soignante qui s'écroula. Ensuite, elle la larda de seringues, au moins une 50aine. Elle aspergea les fesses de la première femme qui l'aimait dans ce monde et craqua une allumette. L'ombre le fixa sans qu'il puisse distinguer ses traits, son visage étant masqué par sa chasuble. Seuls les yeux percés. Elle s'adressa à lui. « Regarde ton amour qui part en fumée !» Elle lança l'allumette et s'engouffra dans la porte étoilée. Quand le feu prit, l'infirmière était déjà décédée. Le bas de son dos flamba. Elle adorait flamber, surtout au casino. Elle n'eut pas le temps de se consumer. Alexa et Philippe entrèrent armés d'extincteurs. Ils soufflèrent les flammes en quelques secondes. Arlette gisait sans vie. Eric, saucissonné, plongé dans le brouillard du BX1512, ne se rendait même pas compte du drame. Il baignait dans l'irréalité. Pourtant, il n'avait pas rêvé. L'ombre en personne était venue frapper son ami. Pourquoi? Pourquoi l'avait-elle assassiné avec un tel sang-froid? Pourquoi cette phrase pleine de méchanceté? Et cette voix glaciale? Cette voix résonnait en lui. Il éprouva de nouvelles nausées dues aux drogues. La voix, cette voix connue. Il convulse, hurla Alexa. Non, il vomit. C'est normal. Détache-le, il risque de s'étouffer. Il est sous l'effet du BX1512? Philippe nota que le matériel de réanimation n'avait pas été utilisé. Qui avait planté une 50aine de seringues dans le dos de la pauvre infirmière? Eric ne pouvait pas esquisser le moindre geste. À moins qu'il n'ait utilisé des dons télékinésiques et pyrokinésiques. Dans cette éventualité, pourquoi n'agissait-il pas de la sorte sur eux? Non, il y avait forcément une explication rationnelle. Cette façon de mourir aussi, elle n'était pas commune, transpercée par une myriade d'aiguilles, parce qu'elle était infirmière. Les fesses brûlées parce qu'elle avait la réputation, d'après son frère, d'avoir le feu aux fesses avec les hommes qu'elle avait aimés. Les fesses brûlées parce qu'elle était chaude. Nadine congelée parce qu'elle avait la réputation d'être un vrai glaçon. Annabelle noyée dans les toilettes parce que Eric affirmait qu'elle avait des goûts vestimentaires de chiottes. Les morts mettaient en exergue les travers ou caractéristiques principales des victimes. L'effet du sérum de vérité s'estompait peu à peu. Philippe en profita pour poser les ultimes questions. « Eric, dis-moi ce qui s'est passé. » Il marmonna alors de façon incompréhensible. « Eric !» cria-t-il plus fort. Le cri l'arracha au rêve. « Raconte-moi !» Elle était là. L'ombre est sortie de la porte étoilée et elle a lancé des piqûres. L'ombre? Quelle ombre? Une forme en habit de moine avec la capuche, tu sais. Une forme? Humaine? Oui, je crois, j'ai pas vu son visage. J'ai juste vu ses yeux noirs qui luisaient. Rien d'autre? Elle a dit, regarde ton amour qui part en fumée. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là?
Arlette est morte, Eric. Non! Oh non! Il se mit à pleurer. L'effet brouillard du BX 1512 s'évanouissait. D'ici 1 heure, il aurait recouvré totalement ses esprits. En attendant ce moment, il récupérerait un peu plus de conscience au fil des minutes, mesurant le drame qui s'était joué devant lui, la fin d'Arlette, sa chère et tendre infirmière. Cette nouvelle lui arrachait le cœur. Il sanglotait de plus en plus. Philippe lui adressa ses condoléances silencieuses d'une petite tape sur l'épaule. Philippe s'était montré magnanime et avait libéré Eric. En réalité, il manquait singulièrement de preuves tangibles. L'interrogatoire, mené de façon scientifique très rigoureuse, lui apportait un démenti formel à ces injustes accusations. Son frère n'était pas coupable, il avait dû se rendre à l'évidence. Par contre, il n'avait rien compris à son histoire d'ombre mystérieuse. Une vraie histoire à dormir debout, digne d'un roman de gare à 3 francs et 6 sous. Un peu comme ceux écrits par Éric Vincent. De plus le temps avait passé, moins Eric lui avait fourni de renseignements, désirant de ne pas passer pour un fou avec ses délires de monde parallèle. Philippe avait eu beau tourner le problème dans tous les sens, il n'était pas parvenu à s'expliquer ce meurtre. Il se mordait les doigts d'avoir commis une erreur de débutant, ne pas filmer l'interrogatoire. Quelle ânerie! Alexa n'y avait pas songé non plus. Elle n'était pas convaincue. Pour elle, Eric était un mystificateur. Le gouverneur était un imposteur. Comment? Elle l'ignorait. L'examen clinique prouvait qu'il n'était pas un androïde, et démontrait formellement qu'il était bien le jumeau de Philippe. Elle avait fini par prouver ses assertions. « Mais comment êtes-vous sûr ?» avait demandé le polyjuge. « On ne peut peut-être pas contacter la Terre pour vérifier si le gouverneur Vincent y demeure toujours, mais on dispose de son dossier médical dans nos bases de données. Il est à jour. L'attentat dont il a été victime y figure en bonne place. Un coup à la jambe, un impact de balle dans le poumon droit. L'agression a été commise le 25 septembre dernier, soit 10 jours à peine. C'est trop court pour se remettre. Notre détenu ne boite pas. Il n'est pas blessé à la poitrine, mais au bras gauche. Ce n'est pas le gouverneur Vincent. Alors qui est-il? Vient-il d'une autre dimension? Est-il manipulé comme il l'affirme? Je ne sais pas d'où il vient. Ces mondes existent, on en a une preuve récente. On ne sait pas s'y rendre. Quant au voyage dans le temps, il a fait l'objet de recherches venant d'être interdites. Il constituerait une arme absolue contre n'importe quel personnage. Exact. Si ces mondes existent, l'un d'eux a peut-être réussi à ouvrir les passages. J'ai du mal à y croire, dit Alexa. Il faut le mettre sous surveillance. Tout à fait d'accord. Vous vous en chargez. Implantez-lui un traceur automatique. Avec ce gadget, nous suivrons pas à pas. C'est ainsi qu'il avait été libéré, pour mieux être surveillé. Autrefois, l'écrivain avait tenu le manche à balai de 2 types d'avions. Un Cessna, classique avion école, et un Pitts, appareil voué à l'acrobatie. Puisqu'il avait le privilège de se trouver dans une dimension à la technologie supérieure à la sienne, il brûlait d'envie de découvrir le poste de pilotage de leur gigantesque ville volante. Le soir même de sa libération, le commandant Delaunay avait tenu à lui présenter ses excuses pour les désagréments dont le soi-disant gouverneur avait été la victime. Il l'avait convié à sa table pour un dîner au menu somptueux. Il avait eu droit à un punch délicieux en guise d'apéritif. La suite fut entamée avec de l'espadon, avec une sauce à la noix de coco, suivie de langoustes grillées. Un gâteau aux fruits exotiques clôtura ce repas goûteux. Après l'absorption d'un rhum au brin capiteux, il demanda s'il pouvait visiter la cabine de pilotage. Le commandant éclata de rire. « La cabine de pilotage? Vous appelez ça une cabine de pilotage? Excusez-moi, monsieur le gouverneur, j'oubliais que vous n'aviez pas de formation de pilote. C'est vrai. Vous n'avez jamais visité de passerelle? Vous avez pourtant voyagé à bord de l'Orion, l'un des destroyers de la flotte spatiale. Oui. Vous ne vous êtes pas intéressé au commandement? À vrai dire, non, mais il est encore temps de réparer cette lacune. Très bien. Venez après le spectacle. Il ne faut pas le rater. Nous avons Jim Casanova, le fabuleux magicien. Il a mis au point un numéro fantastique. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. À l'heure présente, le seul regret rongeant l'esprit de l'écrivain, c'était d'avoir suscité la colère de la mystérieuse ombre. Elle avait failli l'envoyer en prison une nouvelle fois. Certes, il se consolait en imaginant qu'on n'aurait pas fait de lui une grande folle,
mais il doutait fort que les cellules offrissent autant de confort que sa suite royale. Il acheva son verre de rhum et remarqua la jeune inspectrice Alexa, la jointe de son frère. Elle venait de s'asseoir à une encablure de lui. Il croisa son regard. Nul besoin d'être devin pour savoir ce qu'elle faisait ici, dans ce restaurant assurément trop cher pour sa bourse réduite de policière. Elle lui adressa un salut très protocolaire, très artificiel. Qu'espérait-elle? Eric ne la remarque pas? Si c'était le cas, elle rêvait tout debout. Le rhum avait un drôle de goût. Peut-être pas. Cette sensation venait plutôt de son foie qui ne supportait plus les excès en tout genre. Il était temps de se mettre au régime sec avant que ses organes ne déclarent forfait. Il abandonna l'idée de se resservir un verre du breuvage des îles. La salle fut plongée dans l'obscurité. Une poursuite blanche fit un rond sur la scène. Un jeune homme apparut. Ce Jim Casanova n'était autre qu'Antoine, le fils d'Arlette. Et il portait bien son pseudonyme. Il était accompagné d'une charmante assistante en tutu, Charlotte, sa sœur. Il entama son numéro par des échanges foulards, classiques mais toujours aussi chatoyants. Antoine poursuivit avec un étonnant jeu de disparition et d'apparition de chats persans de différentes couleurs, mêlant magie et dressage. Dans le style félin, il enchaîna avec des modèles d'un gabarit nettement supérieur, 2 tigres. Il les fit disparaître. Ils réapparurent une demi-douzaine de secondes plus tard, juchés sur des tables des clients, avant de réintégrer leur cage comme par magie. Heureusement. Toujours plus fort, il décida de faire un tour dans la salle afin de subtiliser montre et portefeuille. Non seulement il bavardait avec les convives et les détroussait en douce, mais il avait l'outrecuidance de donner des détails sur le contenu des portefeuilles. Ce qui lui valut d'apprendre, Antoine ne reculant pas devant la révélation, que la femme en photo trouvée avec les papiers d'un vieux monsieur ne correspondait pas à celle qui l'accompagnait. Par contre, il demanda le prénom d'une jeune femme. Elle dit s'appeler Marina. Cette voix si familière, cette voix perdue, retrouvée et encore perdue, à jamais sans doute. Celle de la jolie poupée russe, la grande blonde aux yeux bleus. Elle se leva. C'était elle, toujours aussi grande, aussi plantureuse, magnifique. Eric emmerdait ceux qui prétendaient qu'il ne paraissait pas à côté de ses 182 centimètres. Ses 115 de tour de poitrine dépassaient ses 110. Pas de beaucoup, certes, mais il tenait à ce petit avantage. Il prenait l'habitude de porter des chaussures avec 4 centimètres de talon, afin que la différence ne se voie pas trop en public. En privé, il n'en avait rien à faire. Cela ne le gênait pas d'être dominé par cette tigresse. La voir là lui chavirait le cœur. Hélas, elle était en bonne compagnie. Avait-elle été sa maîtresse, enfin, celle du gouverneur Vincent dans ce monde? Eric l'ignorait. Si elle n'avait pas été en présence de ce chevalier servant inconnu, il aurait tenté de l'aborder. Elle l'aurait détesté comme tous les autres, sauf Arlette, ou adoré, comme Marina dans sa dimension. Elle l'aurait ignoré ou se serait laissé charmer. Comment savoir? Impossible. Cette histoire en avait décidé autrement. Antoine l'invita à s'allonger de côté dans une grande caisse en bois coloré. Il referma, laissant dépasser un pied, une main et son visage. Elle était radieuse, souriante. Ce sourire, sa véritable nature. Elle ne pouvait pas s'empêcher de semer des graines de bonheur dans son jardin personnel. Tout autour d'elle soufflait une brise chaude de gentillesse et d'amour. Elle était exceptionnelle. Antoine transperça la malle mystérieuse à l'aide de sabres effilés et de plaques. Tout à coup, elle poussa un hurlement perçant les tympans de toute l'assistance. Tout le monde crut qu'elle se prêtait au jeu, mais pas Eric. Il savait parfaitement que Marina ne plaisantait jamais avec la douleur. Il s'était dressé comme un seul homme. Expression ne voulant pas dire qu'il était le seul homme. Un filet de sang perla sous la malle. Il s'intensifia. Antoine retira précipitamment les sabres et les plaques. Elle cessa de crier. Sa tête se détacha brusquement et roula sur le sol. La foule de convives hurla à son tour. Un vent de panique s'empara des spectateurs. Seigneur, pas Marina, pas elle! L'ombre avait frappé une nouvelle fois. Elle avait tué sa douce Marina de la manière la plus immonde et la plus choquante qui soit. C'était signé. La grande Marina ait été raccourcie. Ironie du sort.
Intention délibérée de celui ou celle qui poursuivait Eric. Le comble de l'horreur, en public. Il fallait absolument coincer ce mystérieux personnage. Alexa lui avait adressé un regard haineux, comme s'il était le responsable de cette ignoble boucherie. Eric lui signifia qu'elle était complètement timbrée et paranoïaque de croire qu'il pouvait être l'auteur. Elle se rendit compte de son erreur en constatant que ses yeux s'emplissaient de larmes. Des larmes sincères versées pour son amour perdu. Depuis quelque temps, il avait tendance à pleurer trop souvent. Depuis quelque temps, il avait tendance à perdre ses amours. Il ne savait pas les garder. L'ombre l'isolait de plus en plus. L'ombre faisait le ménage autour de lui. Elle obscurcissait son avenir sentimental, psychique. Quoi de plus normal que d'obscurcir quand on est l'ombre, n'est-ce pas? Elle l'envahissait. Bientôt, elle deviendrait son unique univers. L'ombre. Le côté obscur de son âme éliminait les seules sources de joie dont il aurait pu s'abreuver. Qui était cette ombre? Était-elle le fruit de son imagination? Les morts étaient pourtant réels. Son esprit dérangé, fuyant le bonheur, ne pouvait être la cause de ses décès. Il ne pouvait pas posséder ses pouvoirs. Non, non, il déraillait complètement. Eric perdait l'esprit et c'était l'objectif que s'était fixé ce mystérieux manipulateur. Il avait dû saboter le matériel d'Antoine. Eric imaginait sans peine comment l'ombre avait procédé. Il était entré dans la loge de l'artiste, avait remplacé les larmes truquées, probablement numérotées selon les nécessités du tour de passe-passe, apparaissant de nulle part et repartant dans sa cachette dimensionnelle une fois son sabotage accompli. Imparable. Cette fois, il était impossible qu'on prenne Eric pour l'assassin. Normalement, l'ombre chercherait à le précipiter dans un nouveau monde parallèle. Un autre monde de folie, pour jouer une fois de plus avec sa proie favorite. La cruauté de ce jeu cesserait-elle un jour? Oui, avec la mort cérébrale ou la mort physique de l'écrivain. Philippe fut dépêché sur les lieux, tiré de son premier sommeil. Il fit emprisonner le pauvre Antoine et son assistante. Eric aurait voulu empêcher cette injustice, mais n'était pas franchement en odeur de sainteté avec son frère. Il valait mieux s'en tenir là pour cette journée. Après tout, les accessoires du magicien étaient susceptibles d'être défectueux. Il pouvait s'agir d'un stupide accident. Pourtant, selon le commandant Delaunay, la réputation de Jim Casanova n'était plus à faire. C'était le meilleur, le David Copperfield de ce monde. Dégoûté, Eric se résigna à rejoindre sa suite. Il était bouleversé. Il ne pouvait oublier cette vision traumatisante de la tête se détachant lentement, figeant le sourire de sa douce Marina dans une mort éternelle. Cette image de sa tête roulant en rebondissant et son corps perdant tout son sang chaud vital en une multitude de spasmes. Ce corps invitant à l'amour, générant soudain des torrents de frayeur. Sa bien-aimée, mère improbable d'une petite Natalia, brisée parce qu'elle le connaissait. Mort, destruction, malheur. Il ne semait que cela autour de lui. Il eut infiniment de mal à dormir cette nuit. L'obscurité de la nuit devenait de plus en plus insupportable. La vie d'Eric défilait avec une cohorte de personnages grinçants et grimaçants. Les morts revenaient danser devant lui comme dans une sarabande. Je n'ai pas dit sarabande, parce que ce n'est pas possible, sauf si Sarah est un transsexuel. La même sarabande qu'il aurait pu voir à Venise avec Arlette. Le visage d'Arlette, tué à coups de seringue. Le visage d'Annabelle, noyée. Le visage de Marina, décapitée. Et Nadine, congelée. Son visage. Non, pas de visage cette fois-ci. Elle s'était brisée en 1000 morceaux. Il se réveilla en sursaut. Nadine. Il n'était pas sûr qu'elle soit morte. Dans l'autre dimension, elle avait quitté la foule après la mort de Yann, avant que tous les autres ne meurent. Quant à la Foune, elle avait connu ses premiers revers militaires au moment où elle était apparue au bras de Yann. Elle... Non, c'était trop dingue. Eric commençait à voir le mal partout à force de subir les événements. Nadine... Pouvait-elle être l'ombre? Pouvait-elle? Pas une seule fois elle était morte, sauf ici. La Nadine qu'il connaissait pouvait avoir éliminé celle de ce monde, afin de détourner les soupçons. Et physiquement, Eric n'avait vu l'ombre qu'une fois,
entreaperçu hier. Il ne se souvenait pas vraiment de sa taille. Ce n'était pas Marina, aucun doute. Les yeux. L'ombre avait des yeux brillants et noirs. Nadine avait les yeux noirs. Nom de Dieu, il fallait passer ce vaisseau au peigne fin pour trouver où elle se terrait. Elle ne se priverait certainement pas d'une relative proximité afin de profiter du spectacle de la détresse de sa proie. Toutefois, un détail ne collait pas. Annabelle n'était pas une force de nature, certes, mais comment un petit gabarit comme Nadine, même avec la hargne la plus totale, était-elle parvenue à lui maintenir la tête dans le lavabo? Pour ce qui était des motivations, aucun problème pour en trouver. La jalousie de son succès littéraire ou la déception sentimentale perpétuelle, suite à sa première expérience, Eric en l'occurrence. Si elle était fêlée, elle avait pu faire une fixation sur sa personne. L'écrivain se leva avec la ferme intention de trouver où se cachait Nadine. Il fallait procéder avec méthode. Où pouvait-elle se dissimuler? Sûrement pas dans un lieu public. Dans un lieu inaccessible, dangereux, comme près des réacteurs, ou dans une réserve peu usitée où on stockait des produits peu employés, ou encore dans une chambre normalement inoccupée, ou occupée sous une fausse identité. L'ancien informaticien qu'il était le poussa à vérifier cette dernière solution. L'occupation des chambres. Il s'installa devant un écran tactile de recherche. Cet outil prometteur était capable de lui fournir ce dont il aurait besoin. Une tâche titanesque. Eric s'était fixé une tâche titanesque, quasiment insurmontable. D'abord, le bâtiment affichait complet. Plus une chambre de libre. Vérifier l'identité de 50 000 personnes, c'était irréalisable parce que l'ordinateur de bord disposait d'un fichier mondial. Il contrôlait donc tous les entrants. Eric avait sélectionné le visage de Nadine et demandé à l'ordinateur de comparer ce visage à celui de tous les autres voyageurs. Un échec complet. Il restait à se taper la visite non guidée d'un lieu long de 10 km, large de 2 km et haut de 1 km. 200 ponts au niveau maximal. Des milliers de kilomètres à arpenter. Non, là, il doutait sérieusement. Il fallait recourir à un conseil éclairé pour restreindre ses recherches aux zones véritablement intéressantes. Après s'être lavé, récuré, briqué, nettoyé, fait briller et habillé, Eric partit en direction de la passerelle principale de leur vaisseau. Pour y arriver directement, il choisit la glissade chimico-électronique des cabines. Il ressentit la fonte de son corps. Ce truc était franchement générateur de plaisir, bien plus agréable que le passage d'une porte temporelle ou dimensionnelle. Il apparut dans la cabine 15 de la passerelle. Hallucinant. Le site était immense, au moins 2500 mètres carrés, dominant tout le vaisseau. La position très haute et très en retrait permettait de manœuvrer idéalement. Le vaisseau approchait près d'un système de planètes que 3 étoiles chauffaient à blanc. Yann le vit et vint à sa rencontre. Curieusement, le personnel était réduit, une centaine de personnes tout au plus. « Ah, monsieur le gouverneur, vous êtes venu, enfin. » Oui, ce n'était pas facile, après tous ces événements. Vous avez raison. 3 personnes qui vous touchaient de près, de très près. Oui, dit Eric, avec nostalgie. Le sentiment, pas la radio. Eric supposait alors qu'il parlait d'Arlette, d'Annabelle et Nadine. Donc, Marina ne connaissait pas le gouverneur Vincent. Venez. Là, devant nous, c'est le système d'Actus. Une vraie fournaise, un enfer. Hein. Seules 2 planètes sont vivables, les 2 plus éloignées. Vous les voyez? Oui, parfaitement. Actus 20 est notre destination. Nous allons y faire une halte. C'est l'une des plus belles planètes de la galaxie, avec ses plages de sable bleu très schisteux et ses mers roses. Vous connaissez? Pas du tout. Une pure merveille. Et des fleurs. Un enchantement de parfum. Et l'autre planète, la blanche? Actus 19. Elle est supportable parce que la température n'excède pas 70 degrés Celsius. Cependant, l'oxygène y est trop rare. Une combinaison protectrice est obligatoire pour y travailler dans des conditions épouvantables. C'est une planète pénitencier. Elle est exclusivement composée de carbone comprimé. Du pur diamant. Du diamant? Oui, avant sa découverte, le diamant valait des fortunes sur Terre. À présent, la tonne de diamant vaut à peine le prix d'une tarte aux fruits pour 10 personnes. C'est pour ça que cette exploitation minière est réalisée par des condamnés à perpétuité.
Des forçats? Oui. Bon, je vais vous présenter mon équipage. Notre pilote principal, Frédéric. Très à droite pour manœuvrer entre les restes de planètes détruites. Frédéric. Ça, Frédéric. Sa première petite amie. Enchantée, monsieur le gouverneur, répondit-elle. Elle connaissait le gouverneur du système solaire, mais il n'avait pas eu le privilège de la connaître intimement. Elle le gratifia d'un sourire angélique. Monsieur, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaisseau, Frédéric éclairera votre lanterne mieux que quiconque. Je vous laisse avec elle quelques instants. Rejoignez-moi après pour découvrir l'astronavigation, les communications, l'énergie, les moteurs et bien d'autres fonctions encore. À tout à l'heure, commandant, ajouta Eric poliment. Alors, c'est vous qui manœuvrez seul? Oui, lui répondit-elle, sans laisser son sourire coquin de côté. Ma main tient la vie de 80 000 passagers. Cela ne vous effraie pas? Pas une seconde. Est-ce compliqué? Non, il faut agir en douceur, avec doigté, avec tendresse, en effleurant les commandes, commenta-t-elle en joignant le geste à la parole. Vous êtes toujours aussi attentionné? Invitez-moi ce soir et vous le saurez, enchaîna-t-elle effrontément. Frédéric n'avait jamais été timide. Elle savait ce qu'elle voulait. Eric aussi. Il observait chacun de ses gestes. Elle manœuvrait avec une dextérité hors du commun entre les blocs de roche de la ceinture d'astéroïdes. Les réactions du bâtiment affichaient une lenteur incongrue. Bouger cet immense tas de ferraille nécessitait un don d'anticipation. Des appareils plus légers et moins grands se comportaient plus nerveusement. Eric la bombarda de questions sur la façon de stabiliser le vol, la puissance nominale des moteurs, les vitesses de croisière, la navigation. Tant de questions qu'elle devait se demander s'il n'avait pas envie d'apprendre à piloter un vaisseau spatial. Ces appareils étaient très assistés par l'informatique et l'intelligence artificielle des machines. Un débutant avait la capacité de s'en sortir. Le combat spatial aurait été une autre paire de manches. Quant à la panne totale des instruments d'astronavigation, elle condamnait le pilote à une mort certaine, une mort lente faite d'errance, jusqu'à ce que les moteurs à fusion aient consommé tout leur carburant. L'astropilote expliqua qu'il existait à bord un parc de loisirs où des simulateurs extrêmement réalistes permettaient d'accomplir ses premiers pas aux commandes de navettes et autres chasseurs de l'espace. De sa vie, il n'avait jamais été aussi attentif à ce qu'on lui expliquait. Elle vivait son métier comme une passion dévorante et sans fin. Frédéric, dans ses souvenirs remontant tout de même à 20 années en arrière, était une adolescente très féminine, très dynamique. Chaque année, Eric l'avait retrouvée encore plus pétillante qu'avant. La dernière année, lorsqu'il avait 16 ans et qu'elle en avait 15, il avait failli se passer la chose, la première fois. Pour quelle raison cela ne s'était-il pas accompli? Trop de jeunesse, peut-être. Heureux vénard que celui qui avait été son premier amant, car Eric la soupçonnait de posséder un tempérament volcanique. Eric fut carrément aux anges lorsqu'elle l'autorisa à tenir la commande de navigation. Il poursuivit sa visite avec Yann. Les autres postes étaient aussi dignes d'intérêt. Toutefois, Frédéric avait eu à cœur de lui donner les bases dans chacun des domaines. D'ailleurs, même en recevant de nouvelles explications des autres membres de l'équipage, l'écrivain garda un œil sur elle. Elle croisa son regard à de très nombreuses reprises. Il lui plaisait de toute évidence. Pourtant, il était rigoureusement exclu qu'elle ignore les lois que l'autre, le vrai gouverneur, avait votées. L'œil rivé sur l'écran, Philippe observait. Alexa se tenait à s'écouter. Eric passait un peu trop de temps à la passerelle à son goût. Il préférait voir le gouverneur dans un lieu moins public, isolé avec une personne du sexe faible pour voir s'il allait la massacrer. Encore fallait-il qu'Eric échappe à la vigilance de ses 4 gardes du corps le collant au basque comme de braves toutous. Philippe était persuadé que l'objet de sa surveillance avait un truc pour sortir de sa chambre en douce. Ou alors il possédait des dons psychiques inouïs, capables d'exécuter une cible à distance. Les données du problème étaient changées. Depuis qu'Alexa avait réussi à introduire un traceur radioactif dans son corps, via le rhum brun du dîner de la veille, il était aisé de le suivre dans les moindres recoins du vaisseau. Pas un seul centimètre carré n'échappait au réseau de caméras. Tôt ou tard, l'imposteur Eric Vincent commettrait une erreur. Ou alors il verrait cette hypothétique ombre dont il avait parlé. Qu'est-ce qu'il fait? Il traîne là-bas depuis au moins 4 heures, dont 3 qu'il a passées avec le pilote, se plaignit Alexa. Je sais, ça manque cruellement d'action. Je vais finir par m'endormir.
Il la connaît? Qui? Frédéric Picot, celle qui pilote aujourd'hui. D'après l'ordinateur, ils se sont croisés sur les bancs du lycée. Pas dans la même classe, ni dans la même promotion. Ils sont sortis ensemble? Non, ils se sont revus à 2 ou 3 reprises au cours de leur carrière, par hasard. Vous parlez du vrai gouverneur? Celui-ci n'est pas le grand Manitou du système solaire, c'est un imposteur. Exact. S'il dit vrai, si vraiment il vient d'une autre dimension, il la connaît peut-être là-bas. On devrait l'interroger à nouveau. Impossible. En tout cas, pas au BX 1512. Pas avant 4 ou 5 jours, le temps qu'il élimine complètement les traces des premières injections. Sinon, il risque une overdose. En plus, il a eu le droit à une double ration. Dans son état d'intoxication, il est plus prudent de patienter une semaine. Et un interrogatoire traditionnel. S'il est aussi têtu que son frère jumeau, ce sera pas de la tarte. Je ne vous le fais pas dire, Alexa. Non, je préférerais une collaboration franche et sincère. Vous ne croyez tout de même pas à ces histoires à dormir debout? Je ne vois guère d'explication autrement plus satisfaisante que celle-là. Le meurtre de l'infirmière Arlette est le plus mystérieux. Il n'y avait personne d'autre dans cette pièce. Tous les autres crimes peuvent susciter une explication logique. Pas celui d'Arlette. De là à croire qu'une ombre s'est introduite ici en traversant une porte étoilée, je sais, c'est incroyable. Aussi bien que le voyage interstellaire paraissait utopique il y a à peine 2 siècles. Et pourtant, aujourd'hui nous voyageons. Aussi bien que l'intelligence semblait improbable pour les écrivains informaticiens. Et pourtant, ils y ont tous eu droit, sauf un. Ma chère Alexa, en attendant mieux, je n'ai rien à me mettre sous la dent que cette folle hypothèse. Ils reprirent leur surveillance assidue. Ils priaient le ciel pour que l'imposteur daigne enfin s'arracher à cet univers qu'était le centre nerveux du galaxie, le fleuron de la plus grande agence de voyage, la FRAM, Fer, Route, Air, Mer, Espace. Eric avait pris congé du commandant au moment du déjeuner. Il avait suffisamment abusé de son temps, mais le haut gradé ne le prenait pas ainsi. Il prenait visiblement du plaisir à recevoir un hôte de marque, et s'était montré convivial, aimable à son avantage. Après un rapide repas dans un restaurant de pâtes, Eric s'était rendu dans le parc de loisirs décrit par Frédéric. La brune aux yeux verts ne s'était pas moquée de lui. Ce parc unique en son genre rassemblait 200 attractions et ravalait Astérix et Mickey au rang de balmusette. Il avait passé le plus clair de sa journée à piloter des chasseurs, des navettes. Il s'était même mis dans la peau de la jeune femme quelques instants en s'installant aux commandes d'un simulateur nommé Galaxy, exacte réplique virtuelle du bâtiment à bord duquel il voguait. L'écrivain était à 100 lieues d'imaginer que son frère et son acolyte surveillaient tous ses gestes. Ces rares moments de détente mêlés de concentration l'aidaient à oublier la condition d'expatrié interdimensionnel. Si les morts n'avaient pas jailli à foison, ce monde ne leur aurait pas été désagréable. Eric aurait même pu écrire et publier ses écrits autobiographiques qui auraient passé pour des romans de science-fiction délicieusement rétro. Il avait abandonné définitivement l'idée de poursuivre Nadine dans ce dédale flottant qu'était le Galaxy, après avoir inspecté quelques-uns des recoins les plus délaissés. Cette décision avait été prise sur les conseils de Frédéric. Il avait abordé innocemment le sujet en la questionnant sur les parties vitales du vaisseau. Elles faisaient toutes l'objet d'une surveillance accrue. Les parties secondaires n'étaient pas délaissées pour autant. À la question « Les clandestins étaient-ils capables de se dissimuler pour commettre des attentats ?» elle avait répondu que c'était rigoureusement impossible, l'ordinateur central connaissant exactement le nombre de personnes à bord. Sa puissance de calcul, ses détecteurs, son maillage sans faille par le réseau de caméras l'autorisaient à effectuer le calcul une fois toutes les 5 minutes. Une fenêtre de 5 minutes. C'était amplement suffisant pour frapper. L'ombre devait savoir où et quand frapper. Comment Nadine possédait-elle cette information? La Nadine qu'il connaissait était certainement titulaire d'un doc de biologie. Mais peut-être était-elle encore plus diplômée. Il l'ignorait. C'était une fille brillante, intelligente. Il était en droit de la soupçonner d'avoir espionné l'ordinateur du Galaxy. En soirée, Eric avait rejoint sa suite royale. Il s'était allongé sur son lit. Enfin seul. Ses cerbères avaient ordre de ne plus quitter le devant de la porte.
Heureusement qu'ils étaient cantonnés aux extérieurs. Alors qu'il somnolait légèrement, une discrète sonnette émana de la porte. Il se leva rapidement. « Oui, dit-il en s'adressant au visiophone. Il y a une jeune femme qui désire vous voir. »« Faites-la entrer. » La porte s'escamota dans le plafond. La jeune femme, c'était Frédéric. Elle entra. « Vous avez oublié de m'inviter ou vous ne teniez pas à me revoir ?»« Disons les deux. »« Ah ? Pourquoi ? » Les femmes que je rencontre depuis 2 jours passent l'arme à gauche dans la foulée, à raison de 2 par jour. Sacrée moyenne. Et cela ne vous inquiète pas, mademoiselle ? Non, vous n'êtes pas directement responsable. Pas directement responsable, que voulez-vous dire ? Vous n'êtes pas le meurtrier, mais elles meurent toutes parce que vous les connaissez. Sauf Marina, celle qui a été décapitée. Le gouverneur Vincent ne la connaît pas, mais vous, si. Il resta bouche bée. Frédéric connaissait sa véritable identité. Comment ? Soudain, tout s'accéléra dans son esprit tortueux. Si elle savait, elle était l'ombre. Elle venait d'affirmer qu'elle n'était pas inquiète et qu'il n'était pas le meurtrier. Parce qu'elle était la vengeresse. Il fallait qu'il en sache davantage. Comment ? Comment j'ai fait pour savoir que vous n'étiez pas lui ? Un pur hasard. Une des rares fois où je l'ai vu, c'était en janvier 1997, à l'inauguration du Galaxy. Je lui ai proposé de tenir le manche. Il a refusé catégoriquement. Il m'a avoué une peur panique rien qu'à l'idée d'apposer ses doigts sur la commande. Il était impossible d'avoir aussi radicalement changé. Donc, au moment où vous avez manifesté autant d'enthousiasme, j'ai su que vous étiez un autre. Disons, j'en étais certaine. J'avais des soupçons dès le départ. Pour quelle raison ? Vous étiez poli, souriant, agréable et humble. Tout son contraire. Il est vraiment aussi infect que vous le décrivez ? Je le pense, oui. Désolé, ne faites pas d'amalgame. Je n'ai pas cet a priori envers vous. Tant mieux. Eric l'invita à s'asseoir sur le canapé. D'où venez-vous, Eric ? D'un autre monde ? Oui. Je suis le jouet depuis quelques jours d'une personne maîtrisant le voyage interdimensionnel. Elle passe son temps à détruire ma vie, ce que j'aime. Une explication incroyable, mais logique. Elle agit rapidement, entre chaque phase de surveillance du programme. D'où votre question saugrenue ce matin. Vous êtes stupéfiante, Frédéric. Merci. Je peux vous poser une autre question ? Question indiscrète ? Allez-y. J'existe dans votre monde ? Oui. Donc nous nous connaissons par mon double interposé ? Oui. On se connaît comment ? Je veux dire, qu'est-ce que je représente pour vous ? Dans mon monde ? Oui, oui. Mon premier amour. Vraiment ? Vraiment. Waouh, génial. Je comprends qu'elle soit tombée amoureuse de vous. Vous êtes tout le contraire de l'autre, le tortionnaire des femmes. Je n'ai pas toujours rendu heureuses les femmes que j'ai rencontrées, Frédéric. J'ai même eu tendance plutôt à leur causer beaucoup de chagrin. J'étais trop instable, je ne savais pas profiter du bonheur qu'elles m'offraient. Je ne savais pas comment leur en donner. À chaque fois, j'ai paniqué quand j'ai senti que je ne maîtrisais plus mon destin amoureux. Je me suis retiré de la bataille. J'ai rendu les armes parce que je ne savais pas quoi en faire. À partir du moment où je ne croyais plus en rien, j'ai toujours cherché à détruire l'image qu'elles pouvaient avoir de moi. Et plus mon image avait semblé plaisante, plus j'ai mis d'ardeur à me rendre détestable, à être le contraire de ce qu'elles avaient aimé, à brûler le personnage qu'elles avaient adoré. Pourquoi cette volonté d'autodestruction ? La réponse est contenue dans votre question. Pour me détruire, pour m'autodétruire. Chaque jour de ma vie, j'ai maudit le Seigneur d'avoir frappé des êtres qui ne demandaient qu'à vivre, et de m'avoir épargné, moi qui désirais disparaître. Cela me semblait être la plus cruelle des injustices. Je voulais ma mort. Ainsi, plus de tentation d'aimer trop mal, plus de mots durs pour l'autre qui ne les a pas mérités, plus de sentiment d'inutilité. Pourquoi êtes-vous toujours vivant ? Parce qu'un jour, en écrivant ces mots violents, j'ai été publié et lu. J'ai pu vivre de mon malaise et en être heureux. Enfin, je crois. Si on était amoureux l'un de l'autre, on se tutoyait ? Bien sûr. Tu peux, hein, si tu le veux. Je peux te demander autre chose ?
Je t'en prie, embrasse-moi. Elle venait de prononcer exactement la même phrase que Frédéric 22 ans auparavant. Mot pour mot. Embrasse-moi, à l'impératif. Et à un ordre aussi charmant, il ne pouvait pas désobéir. Elle n'était pas l'ombre, cela faisait pas l'ombre d'un doute. Je sais, quel jeu de mots minable. À ce train je vais finir dans un recueil de 1000 blagues éculées. Il pressa doucement sa bouche contre la sienne. Elle se colla contre son ventre pour le sentir au point sensible. Elle posa ses mains sur son dos pour mieux ressentir la fusion. Il ouvrit les yeux. Elle le regardait d'une façon si attendrissante. Ses yeux verts émeraude le captivaient à nouveau. Il voulut retrouver cette sensation perdue, celle de ses petits seins au creux de ses paumes. La crevette, comme son père l'avait affectueusement baptisée, était toujours aussi fine et légère. Peu de relief ne transformait son corps. Cela le rendait fou de désir. Il s'allongea de tout son long sur elle, l'empêchant de bouger. Elle écarta les cuisses, offrant une source inépuisable de chaleur. Si ça ne ressemblait pas à une invitation, il ne s'y connaissait pas. Il se hasarda à découvrir les dessous de l'affaire à l'aide de la main droite. Tandis qu'il la dévorait des lèvres, il la sentit frissonner intensément. Sa main l'électrisait totalement. Elle vibrait comme un quartz, de plus en plus, au fur et à mesure que les doigts gagnaient en altitude. Sa peau était d'une douceur infinie, inégalée, alors qu'il n'était pas parvenu au point le plus tendre. Elle s'ouvrait comme une porte étoilée, avec de multiples possibilités, des suites à l'instant présent. Elle enfonça ses ongles à travers la chemise et l'entoura avec ses jambes, refusant qu'il n'y ait pas de fusion entre leurs corps. Il mordilla doucement ses épaules. Son parfum l'affolait. Elle gémissait silencieusement, contenant son plaisir. « Déshabille-moi, ordonna-t-elle. Eric se soumit avec joie à ses desiderata. Elle allait droit à l'essentiel. Elle n'ignorait plus que son double l'avait aimée, alors qu'elle n'avait éprouvé qu'un vague mépris pour son homologue. Elle voulait en connaître la raison. Quelle différence y avait-il entre les deux hommes? Son amant lui retira ses vêtements tranquillement, sans se hâter exagérément. Cette lenteur l'affola. Elle mit la main à la pâte, si on peut dire, et défit la chemise d'Eric sans ménager les boutons. Elle voulait de l'action, elle voulait de l'émotion et surtout des sensations. Eric la vit entièrement nue pour la première fois, si fine, si légère. La crevette. Si ce n'était pas sa taille, elle mesurait presque 1,70 m, elle méritait son surnom. L'écrivain dévora son ventre en la couvrant de 1000 baisers, descendant toujours plus bas. Elle se souleva à plusieurs reprises, cherchant le contact à un endroit bien précis. Comme il tardait à atteindre la voie royale, il prit sa tête à deux mains et le plaça en face de son intimité. Il découvrit un spectacle enivrant, harmonieux, empli de perspectives attirantes. Il lui fit don de ce qu'elle attendait. Elle cria brièvement. Un plaisir instantané et chaud. Très rapide, Frédéric, et gourmande avec ça, car elle en voulut davantage. Encore, 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 susurra-t-elle, la tête basculée derrière le coudoir du canapé. Les yeux de la polissonne tournoyaient dans tous les sens. Elle était transformée, transportée, droguée au spasme d'amour. Elle se rendit à peine compte qu'il la retournait comme une crêpe pour s'occuper de son dos, de ses reins, pour l'abreuver de caresses. Elle revint à la réalité du plaisir sauvage lorsqu'il fut en elle et qu'il allait venait à la vitesse de l'éclair. Là, elle donna un récital de trémolo et de vibrato digne d'un opéra classique, à ceci près que les paroles de la chanson ne varièrent guère. Cette soirée-là, il tenait à ce qu'elle soit gravée dans son esprit et dans son corps. Il lui fit l'amour des heures, entrecoupées de rares pauses où il ne cessa de la caresser, de la flatter des lèvres et des doigts, de la complimenter sur son ardeur et sur le feu de sa passion. À ces mots, le désir remontait en elle comme un geyser bouillant, inépuisable. Repue vers 2 heures du matin, elle consentit à s'abandonner au sommeil, offrant par la même occasion un repos amplement mérité à son amant. Avant de s'endormir à son tour, Eric prit la précaution de se coller à elle, de sorte que si elle se levait, elle le réveillerait à coup sûr. Il veillerait sur elle comme sur la prunelle de ses yeux. L'ombre ne lui ferait pas de mal. 10 jours étaient passés. Eric filait le parfait amour avec Frédéric.
Le vaisseau était arrivé dans la zone des planètes insolites. La jeune femme pilotait des navettes assurant les allers-retours entre les astres objets d'excursion et le Galaxie. Ils avaient réussi à partir ensemble sur Aclus 20. Une demi-journée avec le clou du voyage, une baignade dans le lac parfumé. Un pur délice. Ces eaux imprégnées d'une senteur proche de la rose imbibaient la peau pour des jours entiers. Les amoureux en avaient profité pour se tenir à l'écart du groupe et trouver refuge sous une cascade. Là, allongés sur des rochers battus par l'eau tiède, ils avaient été pris d'une envie soudaine et commune. Les éléments déchaînés, deux amants déchaînés, ils avaient connu un plaisir extrême d'une violence rare. Il n'y avait eu aucun préliminaire. L'excitation avait été si forte qu'ils n'en avaient pas éprouvé ni le besoin ni l'envie. Elle avait hurlé comme une louve. À cet instant, merveilleux d'intensité, Eric crut qu'il pourrait rester dans ce monde avec elle. Elle était si amoureuse, si délicieuse. « Viens, dit-elle, en l'invitant à la rejoindre hors de la cascade. Viens me faire l'amour, là. C'est plus calme. L'eau stagne. Elle a besoin de bouillonner, d'être remuée. » Eric se leva. Il entendit un craquement sinistre. Une énorme masse rocheuse s'abattit sur Frédéric. « Non !» hurla-t-il. Il se précipita à son secours. Trop tard. Elle était écrasée, réduite en bouillie de sang, de chair et d'os. Il leva les yeux au ciel pour voir d'où était tombé ce pan de montagne. Il vit l'ombre. Elle se tenait là-haut, une baramine à la main. Eric se lança à sa poursuite et grimpa sur le côté de la cascade aussi vite qu'il put, en lui gueulant après. Lorsqu'il atteignit le sommet, l'ombre avait activé la porte étoilée. Elle se jeta dedans, non sans avoir lâché un rire sardonique et sa baramine. Eric sauta à sa poursuite. Hélas, la porte s'était refermée et il s'étala lamentablement par terre. Lorsqu'il se releva, les autres touristes, alertés par les cris, étaient accourus. Ils le virent en haut de la cascade et ils constatèrent que Frédéric gisait en bas, écrasé. Eric ferma les yeux pour pleurer de rage. L'ombre avait réussi à lui prendre son nouvel amour. Et comme il tenait la barre à mine dans ses mains, devant une quinzaine de témoins, elle faisait de lui un parfait coupable. Cette fois, il était dedans jusqu'au cou. Les gardes du corps qui l'avaient semé accoururent. Ils l'empoignèrent brutalement. Eric n'en pouvait plus. Alexa et Philippe l'avaient fait craquer sous une avalanche de questions. Les nerfs avaient lâché. Il avait beau se défendre bec et ongles contre leurs accusations mensongères, leur jeter à la face que personne ne l'avait vu détacher la roche, il ne l'avait pas écouté. Trop de morts autour de lui, trop de meurtres inexpliqués. Même si aucune preuve irréfutable n'avait pu être produite pour chaque crime, le fait de connaître les 4 victimes, il n'était pas censé connaître Marina, suffisait à faire de lui le coupable honorable. Il n'avait même pas eu le droit d'assister à la cérémonie funèbre de Frédéric. Ce décès atteignait son cœur au plus profond, parce qu'il avait vécu ses derniers jours en sa compagnie. Annabelle, elle, s'était montrée antipathique. Nadine n'avait pas été une grosse perte, et était probablement l'ombre. Marina ne le connaissait pas. Quant à Arlette, la nouvelle de sa mort l'avait choqué a posteriori. Sur le coup, trop perdu dans le brouillard du BX 1512, il n'avait pas ressenti une violente émotion. Mais Frédéric, elle l'avait accroché, la jolie pilote. L'ombre était au courant. Il trouvait Frédéric fine, plate comme une immonde physiquement. Cette façon de mourir, aplatie comme une crêpe, représentait un défi de plus que l'être mystérieux lui avait lancé. Jusqu'à cette maudite journée, Eric n'avait pas vraiment eu conscience des pouvoirs d'un polyjuge. Lorsque la porte de la cellule s'entr'ouvrit, Philippe entra, armé. Il lui fit signe de le suivre. Alexa l'accompagnait. La jeune blondinette n'avait pas caché son hostilité envers l'imposteur. Elle avait certainement fait pencher la balance du côté de la sentence et de la condamnation à perpétuité. Oh oui, la perpétuité. Pas d'exécution capitale. L'abolition de la peine de mort promettait un avenir fait de murs gris et sales, de lourdes portes d'acier et de barreaux du même métal. Eric fut entravé comme le pire des criminels, le seul capable de causer mille et une souffrances aux femmes qui l'approchaient. Bâillonné pour ne plus prononcer de paroles blessantes ou de mots trop vite oubliés lorsqu'il se laissait aller à la colère. Il fut mené,
sous bonne escorte et sous les crachats des voyageurs croisés lors du trajet, à une navette de débarquement. Il fut confiné à l'isolement, sans la moindre possibilité d'échappatoire, sans le moindre hublot pour savoir à l'avance quelle était la destination finale. Que faisait-on? Que préparait-on? Voulait-on le renvoyer sur Terre pour le juger? Voulait-on simplement l'éloigner du galaxie pour ne plus mettre en péril la vie des passagers? Il l'ignorait. Il s'assit docilement en face de ses gardes, et il attendit. Eric était entré dans la salle du tribunal et s'était installé dans le box des accusés. D'où il se trouvait, il pouvait voir l'extérieur. Vu la blancheur éclatante des lieux, il était certain de se trouver sur Actus 19, la planète de diamants. Il allait revivre le remake du procès vécu quelques jours auparavant. Au lieu d'être jugé pour anormalité de comportement sexuel, il allait être inculpé pour meurtre. Qui apparaîtrait en juge? À nouveau le juge gagné? Une autre personne? Qui manquait dans le tableau, dans la galerie de personnages? Vigor et Margarine? Guy, le copain d'Arlette? Qui d'autre? Valérie, son amie d'enfance. Oh non, pas ça, pas sa meilleure amie. Elle entra vêtue d'une robe de magistrat qui ne prêtait à aucune confusion quant à sa fonction. Valérie allait le juger. Son assistant entra. Pierre, son pote, le parrain de Valentin son fils. Eric n'en croyait pas ses yeux. L'ombre était derrière toute cette mascarade. Cette mascarade était montée de toutes pièces. Valérie, la super sportive, la danseuse, reconvertie en magistrat. Et Pierre, celui qu'il connaissait, était féru d'informatique et se souvenait des cours de droit comme d'une tranche horaire où on pouvait récupérer de la fête de la veille. Ils s'installèrent et lui ordonnèrent de rester assis. La suite fut un véritable cauchemar. Tout se précipita. Le procès fut tellement parodique qu'il crut avoir affaire à des comédiens interprétant un rôle. Il fut crucifié, pas crucifière, par l'ensemble des protagonistes. À un moment, il crut qu'il se réveillerait quelque part dans une autre dimension, ou qu'il allait se réveiller chez lui, bien tranquillement installé au fond de son lit. Que ce cauchemar allait enfin cesser. Tout allait de travers, cela prenait une tournure irréelle. Un monde abracadabra. C'est vrai, quoi. On aurait dit un monde inventé par un écrivain, déjanté de préférence. Les événements devenaient de plus en plus impossibles. Le voyage à Venise, ok, c'était du domaine du réalisable, bien qu'un week-end à Venise, ce fût assez court. Mais alors l'enlèvement d'Arlette, le jumeau issu de nulle part, le couple russe, le voyage dans le temps, les voyages dans les dimensions parallèles, un monde régi par les folles, et là, un vaisseau croisière avec un mystérieux personnage, estourbissant ses anciennes compagnes, le surveillant pour zigouiller ses nouvelles compagnes. Quant à ce procès étourdissant, avec deux des personnes qui lui étaient les plus chères au monde, jouant les méchants de service, il le convainquait d'être victime d'une profonde hallucination, et qu'il suffisait d'y croire très fort pour que le cauchemar cesse aussitôt. Eric se rendit sourd aux plaidoiries et aux réquisitoires afin de se concentrer et combattre le démon qui était en lui et lui ravageait l'esprit. Il ferma les yeux pour oublier. Le stratagème fonctionnait. En fermant les yeux, il obtenait l'obscurité. Il suffisait de se boucher les oreilles pour se déconnecter de ce monde de dingue. En s'absentant, le monde extérieur cesserait d'exister. Il enfonça ses index profondément jusqu'à ce qu'il obtienne un sifflement aigu à l'intérieur de sa tête. Les coudes appuyés sur sa tablette, le visage baissé, il se coupa de la triste réalité. Il perdait l'esprit, il fallait trouver le moyen de se sortir de cette histoire envahissante, déstabilisante, avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'ombre ne le rende complètement fou. Il reçut un violent coup de matraque sur l'avant-bras gauche, le sortant de sa torpeur volontaire et réveillant par la même occasion la douleur de sa blessure par balle. « Accusé, votre comportement aggrave votre cas. Votre désintérêt pour les débats témoigne de votre absence totale de repentir, de compassion pour les femmes que vous avez massacrées, » hurla Valérie en se dressant sur son fauteuil. « Redressez-vous, debout » ajouta Pierre. L'accusé obéit. Il ne tenait pas à recevoir de nouveaux coups de la part du garde, du genre plus abruti qu'une plante verte. Rien n'y faisait. Eric ne rêvait pas ou ne parvenait pas à s'échapper de ce rêve. Comment savoir si tout ceci n'était qu'un rêve absurde ou une cruelle réalité?
Le coup reçu prouvait qu'il vivait la seconde hypothèse. Ou alors il était sous la coupe psychique, la force mentale de cette ombre au pouvoir surnaturel. Elle possédait le moyen de passer de dimension en dimension, mais rien n'indiquait qu'elle n'était pas capable de créer une dimension artificielle à l'aide d'une machine, une virtualité branchée directement sur la cervelle de l'écrivain, y incorporant des personnages de son entourage. La présence de la même dizaine d'individus au cours de ces pérégrinations pouvait correspondre à une sorte de limite mémorielle de la machine utilisée pour le leurrer. Si une telle machine existait, si tout ce qu'il voyait n'était qu'illusion, comme dans le film Matrix, il devait pouvoir s'échapper par la force de son esprit. Il devait pouvoir ordonner à ses bras d'arracher les fils le reliant à cet ordinateur diabolique. Si la machine n'existait pas, il perdait pied dans une réalité implacable. Vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité. Vous effectuerez votre peine jusqu'à ce que mort s'en suive. Votre lieu de détention est fixé ici, sur Actus 19. Vous serez soumis au régime. Tiens, au régime, Eric, pour changer. Vous serez soumis au régime de Forçat. Extraction de diamants 10 heures par jour, 6 jours sur 7. La condamnation prend effet maintenant. Valérie entérina sa décision en frappant sur un gong tibétain. J'adore les gongs tibétains, j'en mets dans tous mes romans. Il fut arraché à son siège sous les yeux de Philippe. Il ne souriait pas. Son visage était même plutôt sombre. Pourquoi? S'attendait-il à un procès équitable au lieu d'une parodie? Alexa affichait la même gravité, une moue boudeuse. La jeune inspectrice avait toujours cru à la culpabilité de l'imposteur. Elle paraissait rongée par le doute. S'était-elle fourvoyée? Avait-elle conclu un peu rapidement que son compte était bon? De puissantes apparences les liaient tous contre lui. Dans le doute, il préférait l'isoler et le condamner. Ne pas chercher à comprendre, voir la surface des événements, pas leur cause. Il voyait les morts, le malheur tout autour de lui. Pas une seule personne ne s'était demandé pourquoi le malheur était aussi concentré autour de lui. Un véritable criminel aurait agi armé de solides alibis, n'aurait pas exécuté autant en aussi peu de temps, et en un même lieu. C'était arrivé parce que Eric n'avait pas été capable de les protéger, de les aimer suffisamment pour les mettre à l'abri du malheur. C'était arrivé parce qu'il n'avait pas pu, pas su, et finalement, pas voulu les protéger. Tout était parti par sa faute. Ce malheur qui le cernait, il en était l'auteur. Cette ombre accomplissait l'acte suprême de rupture. Elle tuait physiquement ces personnes avec qui il rompait mentalement, en utilisant, suprême ironie, leurs travers ou leurs caractéristiques physiques ou émotionnelles. Elle agissait aussi brutalement qu'il agissait avec son entourage. Dans ce monde, il imaginait que les autres se désintéressaient totalement de lui. Ce que Valérie et Pierre venaient de faire pendant ce procès, le condamner sans appel, sans l'écouter, ils l'avaient fait en réalité parce qu'Eric avait élevé une barrière de refus de communication avec eux. Une barrière placée involontairement dans un premier temps, volontairement par la suite. On le condamnait parce qu'il réclamait inconsciemment ou consciemment cette condamnation. La peine encourue était la réclusion à perpétuité. Aucune autre issue. Protéger les autres en l'enfermant volontairement dans un quartier de haute sécurité et d'isolement. En s'abrutissant de travail débile, sans intérêt, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà quel était son châtiment, quel était son avenir. 2 années. 2 longues années à creuser dans un sol blanc immaculé, à ciel ouvert, isolé de l'extérieur par une combinaison autonome, 10 heures par jour, avec précisément 10 heures d'oxygène dans ses bouteilles, à suer sang et eau par une chaleur avoisinant souvent les 50 degrés. Eric n'était pas le seul dans ce cas de figure. Des hommes et des femmes vivaient le même enfer que lui. Ils le supportaient comme lui, habités par la certitude de ne pas avoir d'autre choix. Eric ignorait leur identité. Seul leur visage était devenu familier avec le temps. Leur combinaison était dépourvue de radio, et les cellules individuelles parfaitement insonorisées. Aucune communication n'était possible. De toutes les façons, Eric, comme les autres, s'accommodait de cette situation. Enfin, il le pensait. Il n'avait pas de certitude sur les pensées des autres cas de pif. Juste la vague sensation qu'ils étaient tous ici pour la même raison, et qu'ils supportaient tous leur peine avec abattement. Ils étaient tous résignés à accomplir leur temps de supplice, parce qu'il n'existait pas d'autre solution.
La seule chose qui importait chaque jour était de rentrer à l'heure du travail. Sinon, c'était la mort par asphyxie. Il avait hâte de quitter cette combinaison puante, trempée au bout d'une journée à passer à briser de la roche sous une fournaise sans pitié. Hâte de quitter cette prison étanche susceptible de devenir un piège mortel s'il dépassait ses horaires d'1 ou 2 minutes. La seule faveur accordée, c'était l'attribution de stylos et de cahiers pour écrire. Ses geôliers souhaitaient lui laisser la possibilité d'exprimer ses sentiments noir sur blanc. Les autres bénéficiaient-ils du même traitement? Étaient-ils aussi des écrivains uniquement capables de concevoir du bonheur sur papier, incapables de le fabriquer durablement dans la réalité? Eric l'ignorait et finalement il s'en moquait. Ses codétenus s'en moquaient très certainement aussi. Il n'y avait jamais eu le moindre élan de solidarité entre eux. Même au moment de mourir, lorsque des combinaisons étaient tombées accidentellement en panne. Rien. Aucune générosité. Ils étaient tous identiques. Des monstres d'égoïsme désintéressés des problèmes d'autrui. Ils incarnaient des êtres sans passion, dénués de sentiments. Eric était de cela. Il se croyait sentimental ou romantique. À son grand désespoir, il ne l'était pas. Il était un homme binaire, appuyant sur un bouton pour couper les sentiments, pour achever les histoires, pour éviter les problèmes. Son cerveau déconnectait tout si simplement. Pourquoi? Ici, plus aucun risque de blessure, puisque la communication, l'échange était interdit. C'était facile, il suffisait de ramener la communication au niveau 0. Ainsi, aux yeux de tous, il n'existait plus. Il mourait. Si simple. Il n'existait plus sentimentalement, mentalement, pour personne. Avec le temps, on l'oubliait. Il ne restait plus qu'à disparaître physiquement, à attendre l'hypothétique panne de la combinaison, l'enveloppe protectrice. Cette fatale destinée surviendrait bientôt. Il serait vain de lutter. Il serait libéré, tant cette vie faite de labeur forcé et sans intérêt, dénuée de désir, d'envie, d'amour, de mots l'indisposait. La mort serait une délivrance face à la souffrance incontrôlable. Il creusait sans relâche, brisant la roche plus facilement qu'à ses débuts. Un nuage de poussière brillante se souleva à l'horizon. Ah, la navette de ravitaillement. Elle venait une fois par semaine. Elle apportait eau et nourriture, des biens de consommation courants puisque ici rien ne poussait. L'atmosphère était trop raréfiée et l'oxygène ne représentait que quelques millièmes de pourcentage dans le cocktail actusien. Un bip pressant retentit dans son casque. C'était l'heure. Il abandonna tout son matériel et se hâta de rejoindre la prison. Il restait 3 minutes d'oxygène. C'était amplement suffisant se conformant au règlement. Allongé sur une couchette sur le ventre, Eric écrivait ses pensées. De moins en moins, car il avait de moins en moins de pensées. Cette vie répétitive, monotone, épuisante, avait une action abrasive sur sa capacité d'imagination. Il perdait le goût du combat, le goût de la révolte. Il devenait inoffensif, à force d'isolement. Le danger potentiel qu'il incarnait ne disparaissait pas pour autant. Juste à cause de cette potentialité, il devait purger sa peine. Certes, le malheur ne disparaîtrait pas de la terre avec sa mise en quarantaine perpétuelle, mais il contribue ainsi modestement à l'éradication de la douleur, en ne l'infligeant plus aux autres, au nom du « pour le pire et le meilleur ». Il ne supportait pas de donner le pire. Il n'en donnait plus. Immobile, Eric fixait la page blanche. Plus de muse inspiratrice pour écrire des poèmes, plus de fantasmes des êtres aimés à coucher sur le papier, plus de faits insignifiants vécus au quotidien qu'il transformerait en aventures extraordinaires. Plus d'amour magique pour le rendre bavard sur le papier, plus de délires dangereux, plus de confusion entre la réalité et l'imaginaire. Plus rien. La vie de souffrance imposée avait eu raison de son inspiration. Il était vidé, sans matière. Il devenait le fantôme de ses rêves. Il s'écroula sur sa feuille tachée de larmes, les rares témoignages d'impuissance qu'il réussissait à verser. Bientôt son cœur et son esprit seraient tellement asséchés qu'il ne serait plus qu'un robot inhumain. « Eric » dit une voix familière. Il sursauta. L'ombre. L'ombre, après ces mois d'absence, réapparaissait. Que voulait-elle? Que pouvait-elle contre lui? Rien. Il était totalement seul. Elle ne pouvait plus le blesser. Sauf si elle produisait d'une autre dimension.
Un être cher qu'elle mettrait à mort devant ses yeux. Cela le toucherait-il encore? La tristesse due à la mort n'était-elle pas une simple convention, une pure tradition? Était-il un monstre si la mort des autres ne l'atteignait plus? Ou alors elle venait pour le tuer, mettre fin à ses souffrances. Enfin, elle était là, à 3 mètres de lui, émergeant d'une porte étoilée. Il était incapable d'esquisser le moindre geste. Sa vision le paralysait. « Qui êtes-vous » ? « Tu ne le devines pas ?»« Je ne sais pas. »« Vous êtes une femme. »« Très perspicace, Eric. Tu as fait souffrir des quantités de personnes, particulièrement les femmes. Tu as brûlé des amours magnifiques par ton comportement destructeur. C'est pour vous venger que vous m'avez manipulé. » »« Manipulé ? Qui a manipulé Eric ? Pose-toi la question. Qui a joué avec l'autre ? N'es-tu pas le manipulateur ? Qui êtes-vous ? La souffrance. Je suis la souffrance infligée par tes mots, par ta négation, par ton égoïsme. Je viens te faire partager ma souffrance. Est-ce que je ne souffre pas assez ici dans ma prison ? Non, tu ne souffres plus. Pourquoi ? Tu as donné la réponse toi-même. Parce que tu es dans une prison, la tienne. Tu l'as fabriquée de toutes pièces avec ta solitude imposée. Je refuse que tu continues à te cacher dans ta forteresse de solitude, amère, à l'abri des vicissitudes du monde extérieur. Il faut apprendre, Eric, apprendre à affronter, à composer, à pardonner. Je ne peux pas. Tu ne veux pas, mais je ne te laisserai pas le choix. Comment ? Il me suffit de rester ici toute ma vie ? Tu ne pourras pas. Tu peux t'échapper, tu sais comment. Tu possèdes une solution pour fuir et tu le sais. Tôt ou tard, tu vas fuir cette solitude, cette prison. Tôt ou tard, tu vas devoir affronter la vie et ses contraintes. Tu vas rencontrer des gens qui te forceront à vivre. Tu vas apprendre à bâtir et non à détruire. Si tu détruis, je serai là pour être sans pitié avec toi. Je te détruirai sans le moindre remords. Le temps de se relever pour tenter de l'attraper, elle avait déjà franchi la porte et rejoint une autre réalité. Les étoiles avaient disparu. Cette voix si familière. Qui était-elle ? Cette voix. Toute la journée, Eric avait économisé sa peine et son souffle. Sa consommation d'oxygène avait subi la même diminution. Il n'était pas contraint de réaliser des quotas d'extraction. Leurs gardiens surveillaient exclusivement leur présence et leur travail. Bien sûr qu'ils connaissaient la solution pour s'échapper. L'ombre avait raison sur ce point. Le bip retentit dans le casque. Quelle quantité d'oxygène restait-il dans les bouteilles ? Une quantité suffisante, il l'espérait. Brusquement, il détala à toute allure, enfin, le plus vite possible avec son lourd attirail, droit vers la navette de liaison hebdomadaire. Il atteignit l'appareil à bout de souffle. Il se concentra pour retrouver ses esprits et un rythme régulier. La soute s'ouvrit. 2 hommes casqués en descendirent. Vigor et Margarine. Le tableau était complet. Dès qu'ils eurent le dos tourné, Eric s'introduisit en douce dans le vaisseau. Il les vit entrer dans le hangar voisin à la recherche des plateaux magnétiques indispensables pour décharger. Le fuyard s'installa aux commandes dans le cockpit. Il rassembla toutes ses connaissances, ce que Frédéric lui avait appris et ce qu'il avait expérimenté seul aux commandes des simulateurs dans le parc de loisirs. Il tremblait de trouille. C'était pour de vrai. Curieux, pour la première fois depuis des années, il reprenait goût à la vie, par peur de la perdre face au danger. Cette poignée inconnue, à quoi servait-elle ? Il la releva. Une vibration parcourut le vaisseau. Un clang sourd. La soute était fermée et verrouillée. Pour le reste, c'était dans ses cordes. Il mit le contact. Il entendit les moteurs démarrer. Il ajouta la poussée verticale. C'est à ce moment-là qu'il put lire l'étonnement sur le visage des 2 transporteurs, voyant un prisonnier leur dérober leur outil de travail. « Désolé, les gars. » Ils foncèrent donner l'alarme. Eric s'éleva rapidement et rentra le train d'atterrissage. Il s'arracha de là à toute vitesse. Poussée maximale, il franchit le mur de la lumière, sans plan de vol. Il ne savait pas où aller. Il faisait confiance à la chance. À cette vitesse, sans route calculée par l'ordinateur de bord, la moindre poussière cosmique était capable de pulvériser la coque du bâtiment. Des appareils avaient été lancés à ses trousses. L'ombre s'était réjouie.
L'action reprenait son cours normal. Valérie et Pierre étaient venus à sa rencontre. « Nous avons lancé des chasseurs assez basques. Il ne tardera pas à être détruit. » L'ombre ne souhaitait pas sa destruction. Pas encore. Il devait souffrir grâce à ses stratagèmes, et non souffrir d'une souffrance qu'il se serait imposée. Il devait affronter sa souffrance à elle, la même. Eric avait fui sa souffrance. C'était un premier pas. Il était sorti de l'impasse artificielle fabriquée à coups de longues périodes de solitude. Il était disponible pour de nouveaux jeux de manipulation. Pour échapper à ses poursuivants, lâchant leurs rayons destructeurs, Eric ne savait que faire. Il disposait d'engins rapides, armés, faits pour le combat, et savait s'en servir. L'écrivain en fuite pilotait un cargo poussif, doté de déflecteurs de matière solide. Il ne pouvait pas grand-chose contre eux. L'issue fatale était jouée d'avance. Le pilote en fuite découvrit un curieux phénomène dans l'espace. Une absence d'étoiles, une tache sombre au milieu de nulle part. « Un trou noir !» s'écria-t-il. Sans réfléchir une seule seconde, il dévia sa folle course. Il fonça droit vers le quasar. Ses poursuivants abandonnèrent la chasse et rebroussèrent chemin. Eric fut aspiré, comprimé, broyé. « Non !» cria l'ombre. « Pas ça !» Elle savait. Eric était passé dans le trou noir et entré dans une dimension particulière. Elle l'analysa. Pas cette dimension, pas celle-là. La dimension de toutes les possibilités. La dimension finale. Remerciements. À Dieu pour avoir inventé les cerveaux détraqués. Au hasard pour m'avoir attribué une cervelle détraquée. À Arlette, qui a bien aimé ma cervelle détraquée.